Bonsoir à tous et bienvenue à ce 24e épisode du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par l'équipe de Medcom Productions. Permettez-moi d'entrée de jeu de faire des petites annonces officielles. Première des choses, l'équipe de À la Coupe tient à remercier immensément l'organisation des Sea Dogs de Saint John's qui nous ont donné l'opportunité d'envoyer deux membres de notre équipe à la Coupe Mémorial. Puis honnêtement, ils ont vraiment apprécié leur expérience de A à Z, que ce soit les festivités, les matchs ou même juste d'avoir les accréditations médias. Alors, si vous voulez retrouver les textes de nos deux chroniqueurs, Charlie Grenier et Anthony Cyr, ils sont disponibles sur le alacoupe.ca et on remercie vraiment immensément l'opportunité que Trevor Georgie nous a donnée parce que ça a été un très beau périple pour les membres de notre staff. Également, je tiens à vous dire que cet épisode-là va être en rediffusion, que ce soit sur YouTube ou Spotify en fin de semaine. Donc, on va dire dimanche, tout devrait être en ligne, tout va être disponible. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble, l'intégralité de l'entrevue avec notre invité d'aujourd'hui dès dimanche en fin de semaine. Et puis sinon, je tiens aussi à vous inviter puisque très prochainement, s'en vient le repêchage amateur de la LNH. Donc, jeudi prochain, on va avoir un show spécial. Pour l'instant, je n'annoncerai pas tout le monde qui va être présent. Mais assurément, l'équipe de À la Coupe va être là pour le repêchage amateur jeudi prochain. Donc, soyez là. Donc, permettez-moi aujourd'hui, on a quand même un gros show. Permettez-moi de vous introduire premièrement un collaborateur du projet À la Coupe qui travaille peut-être un peu dans l'ombre, mais qui est quand même très important pour nous. P.O. Normand qui est avec nous aujourd'hui. P.O., comment ça va? Hey! Bonsoir Yves, comment ça va? Ça va bien? Je suis content d'être là, honnêtement, ça faisait un petit bout, là. Je suis content d'être de retour avec toi. Honnêtement, un très, très gros merci parce que, tu sais, on ne l'a pas mentionné ouvertement, mais tu as quand même joué un rôle important dans le fait qu'on a pu rentrer en contact avec les Sea Dogs. Puis ça, c'est une belle opportunité pour notre équipe grâce à toi en partie. Écoute, on appelle ça un joueur d'équipe, puis je pense que Anthony et Charlie ont très très bien fait là-bas. Ils en ont sorti plus d'un. J'ai quelques espions qui sont encore dans la ligue et on m'a dit que à la Coupe a su en surprendre plus d'un à Saint-Jean. Donc, je peux pas être plus que fier que présentement. Wow, ok, je savais pas ça, mon Dieu, c'est le fun. Puis d'autant plus que, tu sais, c'est des jeunes, une étudiante en journalisme. Donc, c'est le fun de voir qu'on a été remarqué et qu'on a été apprécié. Fait que merci beaucoup pour ce commentaire-là. J'apprécie beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. Ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, on a quand même une très grande chance. Pour toi, c'est un ami, mais pour moi, c'est quelqu'un que je rencontre pour la toute première fois. Et cette chance-là, pour moi, elle est d'autant plus importante puisqu'on parle ici d'un ancien joueur de l'organisation des Coyotes. Moi, je suis bien content. Des Coyotes, oui. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer l'ancien joueur de l'organisation des Coyotes, Joël Perrault, qui est avec nous. Joël, bonsoir. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, toi? Avant ça, j'aurais mis mon chandail des Coyotes en arrière et pas celui de Vancouver. Non, c'est bien correct. Écoute, rendu là juste de t'avoir, c'est déjà une grande chance de notre part. Donc, merci d'être là. Merci de me recevoir. Merci immensément, effectivement, d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va passer en revue l'ensemble de ta carrière. On va commencer au niveau junior parce que quand même, je pense que dans la carrière d'un joueur, son passage au niveau junior majeur est quelque chose d'important. Puis, dans ton cas, à toi, tu es originaire de la région de Saint-Eustache, c'est bien ça? Non, la Rive-Sud de Montréal à Saint-Hubert. Rive-Sud de Montréal? Saint-Hubert. Je coach à Saint-Eustache, mais... ok, excuse-moi, j'ai confondu. C'est le voyagement que je fais au quotidien. Mais non, je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Hubert. Je demeure à Chambly maintenant, qui est une petite banlieue sur la Rive-Sud de Montréal, à quelques minutes de où j'ai grandi. Puis sinon, ton hockey junior, tu vas être repêché au total en 3e ronde dans la Ligue junior majeure du Québec et tu t'en vas loin de chez vous. Là, on se ramasse à Bécomo sur la Côte-Nord. Oui, nous l'autre. Ça a été des super belles années. Moi en plus, maintenant, le repêchage a beaucoup changé sa formule. J'avais 16 ans à l'époque, donc c'était pas mon année 15 ans comme maintenant la majorité des joueurs se font repêcher. J'avais joué seulement à 16 ans à midget 3, puis j'avais une grosse blessure, une fracture de la clavicule qui m'avait fait manquer, je dirais, pratiquement le 2/3 ou le 3/4 de la saison. Donc, juste d'être repêché, pour moi, c'était quelque chose de super impressionnant. J'étais fier. Je savais pas trop, honnêtement, par rapport à la ville de Bécomo. Mais je me souviens que mon premier camp, quand j'étais parti avec mon père en voiture, on avait loué un petit chalet sur le bord du fleuve Saint-Laurent à Mme Belisson. Je ne sais pas si tu te souviens, P.O. Mme Belisson qui travaillait pour l'équipe. On avait loué un petit chalet juste avant le camp. On était parti 2-3 jours avant. Puis pour des raisons, des fois, avec le recul que j'ignore un peu, j'étais vraiment parti là. Je m'en allais faire l'équipe. J'étais parti avec tous mes bagages. Puis
T'es parti en guerre, un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Le gars est arrivé prêt. Ben, j'étais arrivé prêt, j'étais confiant. Puis, malgré le fait que je n'avais pas joué beaucoup mon année Midget 3, je sentais que l'organisation il avait décidé de prendre une chance, avec un joueur qui n'avait pas joué beaucoup pour le prendre en troisième ronde. Puis, c'est un peu ma personnalité qui disait je m'en vais là, puis je m'en vais faire l'équipe. Puis j'avais un excellent camp d'entraînement. Puis l'équipe avait une excellente équipe à l'époque. Puis il avait réussi à nous faire de la place un peu à tous les jeunes qui arrivaient, les Thierry Duville, moi-même, Pascal Pelletier, Martin Mandeville. On avait été beaucoup de jeunes recrues à commencer avec l'équipe en 2000-2001, je ne me trompe pas. Puis avec une équipe qui était déjà très talentueuse. Ah, puis à l'époque, tu sais, faire un petit intro là-dessus, Yves, là, il y avait quand même des gros joueurs tels que Yannick Lehoux dans l'équipe du Drakkar de Bécamo. Puis quand on regarde quand même tes statistiques de ta saison recrue, quand même 68 matchs de jouer, donc le Drakkar, on se met les recruteurs qui t'ont trouvé et ont su trouver peut-être une pièce manquante. On est arrivé à Bécamo de juste 68 games à ta première année recrue. Oui, puis tu sais, je me souviens à cette époque-là, quand tu as 17 ans, c'est un peu dans le néant de vraiment comment que ça fonctionne. Puis tu t'attends vraiment à tout va bien aller, tu as tout le temps à jouer, tu as tout le temps performer, tu as tout le temps être un bon joueur dans tes équipes au niveau de ta ville, au niveau de Midget 3. Fait on dirait que mon camp avait tellement bien été que je m'attendais que tout aille vraiment plus naturellement que ça. Puis avec notre cher entraîneur Richard Martel, mais il m'avait fait réaliser que fallait que je travaille plus fort, puis il fallait que je trouve ma place, puis on avait une bonne équipe. Puis, comme tu viens de le dire, au rôle de joueur de centre, on avait déjà un Yannick Lehoux, on avait des Jonathan Gauthier, des joueurs d'expérience. Puis, malgré le fait qu'il y avait juste 1 an ou 2 de plus que moi, mais c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup plus de connaissances de la game. Puis, ça avait été une année d'apprentissage, beaucoup. Et puis, il y a eu beaucoup de hauts, mais surtout beaucoup de bas, parce que j'étais forcé à un rôle qui était minime, puis c'est dur à accepter quand tu as 17 ans. Mais j'ai appris beaucoup de cette année-là, puis c'est sûr que le fait d'avoir été repêché après cette saison-là, ça m'a donné vraiment un gros boost de confiance. Ben, ça, c'est en fait ma première question serait beaucoup au niveau de l'adaptation plus personnelle. Tu es complètement dépaysagé. Là, tu te ramasses dans une ville que tu connais personne. Comment ça se passe? Est-ce que l'organisation te prend sous tutelle? Est-ce qu'on te mixe à quelqu'un? Ben, à l'époque, on était seul en pension. J'avais une très bonne pension à l'époque. On avait réussi, comme je le disais tantôt, à être quelques jeunes de 16 et 17 ans à avoir forcé l'organisation à nous garder. Malgré le fait qu'il n'était pas à maturité, mais il y avait des joueurs qui étaient prêts à aller jusqu'au bout. Il y a Yannick Lehoux qui avait seulement 18 ans, mais qui venait d'être repêché dans la Ligue nationale. Marco Charpentier, Dominique Perriard, c'est le capitaine. Maxime Fortunus qui avait mon âge, mais qui avait joué l'année d'avant. Robin Leblanc, même chose. Fait que l'équipe avait quand même de hautes attentes. Puis nous, dans le fond, on venait un peu se mixer à tout ça. Puis il y a des jeunes dans l'organisation cette année-là qui ont eu plus de temps de glace de qualité. Je me souviens, un de mes bons chums, Pascal Pelletier, il avait très bien fait tout au long de l'année. Et puis, moi, de mon côté, ça avait été un petit peu plus difficile, mais comme je disais tantôt, il y a des moments dans la saison que, oui, tu te remets en question, tu te demandes pourquoi tu es à 8 heures de la maison, puis pourquoi tu fais tout ça. Mais au bout de la ligne, c'est certain que je le referais les yeux fermés. Après ta première année avec Bécamo, on peut remarquer les stats parlent d'eux-mêmes. Bon, en première année, 24 points, 10 buts, 14 passes. Ensuite, ça a été une belle évolution. 2001-2002, 62 points, 18 buts, 44 passes. Puis le comble du mérite, 2002-2003, on en parlait hors d'onde tantôt. Bon, grosse année à Bécamo, mais ça a été toi le carburant, la nitro de toute cette attaque-là, cette année-là, quand même, 51 buts, 65 passes, 116 points, si je me rappelle bien. Tu avais été aussi champion marqueur de la Ligue. Pour toi, tes années juniors, ça a carrément été une courbe d'apprentissage où ce que tu as appris et évolué d'année en année.
Oui, vraiment. Puis comme je excusez, comme je disais tantôt, j'ai tout le temps été le genre de joueur qui était bon, mais qui n'était pas extraordinaire au point de dire que tout le monde s'attendait qu'il performe et qu'il traîne l'équipe. Quand je travaillais à 17 ans, j'ai surpris, puis j'ai fait l'équipe, puis c'était une belle surprise. Puis après ça, j'ai eu des hauts et des bas. Ensuite, quand je suis arrivé à 18 ans, ben là, j'avais été repêché en nationale. Avec moi, personnellement, ça m'a donné une confiance que probablement que je n'aurais pas eu si je n'avais pas été repêché. Surtout après la première saison que j'avais eue. Quand tu es repêché, je pense que l'organisation junior majeure, sans trop le savoir, sans trop le dire, te donne un petit peu plus de responsabilité parce que ça reste qu'il y a une équipe d'animation qui a parié sur ton talent. Donc, c'est sûr que mon temps de glace a augmenté drastiquement là, en ma première et ma deuxième année. Physiquement, j'étais rendu beaucoup plus mature, là, disons, dans mon cheminement. Ma première année, j'étais très frêle. J'avais grandi tard dans mon... par rapport à d'autres joueurs. Fait que je me souviens, j'avais été repêché, j'étais 6 pieds 2, je faisais 158 livres. C'est ce que je parlais pour dire, Joël. On voit, j'ai ta fiche, sur le site de la GMQ, on te met à 6 pieds 2, 163. Donc, mais je me souviens que j'avais été repêché à 158, puis j'ai une petite anecdote par rapport à ça. On avait eu un bail la première année pour avoir fini premier de notre conférence, je ne me trompe pas. Donc, on avait eu un petit congé pour aller à la maison, puis c'était tout le temps un peu le commentaire que je vais dire le coaching staff, là, mais Richard me revenait avec moi, puis avec le recul, il avait raison. Je manquais de force physique beaucoup. Fait que, là, on avait eu un petit break d'une semaine, j'étais allé à la maison, puis j'étais revenu, puis au lieu de payer 163, je payais 158. Puis pour lui, il ne comprenait pas que... Il y a de quoi qui ne marche pas. Ils s'en à la maison, ne pratiquent pas, ne s'entraînent pas, puis ils reviennent, puis ils soient plus légers encore qu'est-ce qu'il y avait. Mais écoute, ça reste, puis j'en coach des jeunes qui sont un peu dans le même moule physique que moi aujourd'hui, puis c'est comme ça, je veux dire, tu peux pas forcer la nature. Quand tu grandis, tu peux pas prendre de poids beaucoup. Là, on a fait un long saut, mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle de ton repêchage parce que là, justement, en 2001, moi, j'ai lu comme quoi tu t'étais présenté au repêchage en Floride avec ta famille, c'est ça? Oui, avec mon père et mon frère et mon agent. Ma mère ne voulait pas venir parce qu'elle avait peur d'un peu de voir son petit gars être déçu. J'étais listé en 6e ronde. On s'entend que quand il est listé 6e ronde Nord-Amérique à l'époque, il y avait beaucoup de Russes qui se faisaient repêcher. Okay. Il y avait 9 rondes, par contre, à l'époque. Tes chances d'être repêché étaient en bas de 50-50. Donc, mais mon agent trouvait que je méritais de participer à ce repêchage-là, d'être là en personne. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux dire, je suis extrêmement content d'avoir accepté les commentaires de mon agent en me disant que je devrais au moins y être. Parce que ça a été probablement une des plus belles journées de ma vie. J'ai été non seulement repêché, mais j'ai été repêché avant qu'est-ce que je m'attendais. Puis longtemps, j'ai dit c'est l'année que Kovalchuk et Spezza étaient 1 et 2. Et puis tout le monde parlait que Spezza était pour être le numéro 1. Finalement, Kovalchuk l'avait été. Puis longtemps, j'ai dit que j'ai probablement vécu une plus belle journée que Jason Spezza parce que lui, ça t'en a dit. Mais de ton côté, quand même, un choix de 5e ronde. Donc, toi, est-ce que c'est un peu comme aujourd'hui? À l'époque, c'était ronde 1 la veille et ensuite on déboulait ou c'était de 1 à 9? Oui, non, c'était la 1 la veille et 2 à 9 le lendemain. Donc, tu es arrivé sans attendre la première journée. Il n'y avait pas de stress. Non, la première journée, j'étais comme un partisan. Je n'étais même pas proche de penser me faire repêcher cette journée-là. Mais j'avoue que le soir même, par contre, là, j'ai commencé à être nerveux. Là, j'avais vu beaucoup d'Européens sortir. Je me disais, ouais, OK, là, ça veut dire que j'ai reculé probablement dans la liste. Tu sais jamais. Puis je le répète à mes joueurs aujourd'hui, c'est pas une science exacte. Il y a des gens qui vont dire qu'ils vont te repêcher, puis finalement ne le font pas. Il y a des gens qui semblent plus ou moins intéressés, puis finalement ils te repêchent. Donc, tout ce que avec le recul, tout ce que je peux conseiller aux jeunes qui vivent ça, c'est va là, vis l'expérience à 100%,
comme de raison, espère que ce soit une belle expérience. Pour moi, de mon côté, ça a été une des plus belles journées de ma vie. Puis, on s'entend que c'est pas désagréable, là, ton repêchage se donne en Floride, tu sais, fait que c'est super bien. Ça a été une super belle journée. Puis, la même année, cette année-là, après avoir été repêché et tout, je suis retourné à l'hôtel. Puis, quand j'étais retourné à l'hôtel, j'ai vu dans le restant de la liste que un de mes meilleurs chums là, que j'avais depuis très longtemps, puis Alexandre Parenteau avait été repêché par les Ducks également en Abermont. Puis ça, c'était ma prochaine question. Ouais. Là, au moment où on t'appelle chez les Ducks d'Anaheim, pour toi, ta réaction, c'est quoi? Est-ce que c'est une équipe que tu voyais ou c'est une équipe que tu n'as jamais vu venir? Ben, comme je disais tantôt, dans la situation où moi j'étais, j'ai pas une équipe que je pouvais dire eux autres, c'est ceux qui me repêchent. Moi, c'est un long shot. Là. Si je me faisais repêcher, peu importe par qui, j'étais content. J'avais eu une courte discussion avec les Ducks pendant la première ronde, donc dans les estrades, pendant la première ronde, avec M. Alain Chéné, oui. le star-chef de l'équipe. Mais pas une entrevue très profonde. C'était une poignée de main, puis comment tu vas? Pratiquement. Puis, comme de raison, ces gens-là sont payés pour essayer de voir le futur dans les jeunes joueurs de hockey juniors. Puis, il avait réussi à voir quelque chose en moi. Puis, c'est là que ça a commencé pour moi. Puis, ça a été quand même un beau parcours. Puis là, après ça, on va connaître quand même ta saison exceptionnelle que vous avez parlé tantôt, la saison de 2002-2003, où tu remportes non seulement le championnat des buteurs, mais en plus le joueur le plus utile à ton équipe. Là, j'ai cru comprendre en discussion que pendant les séries éliminatoires, on avait des bonnes espoirs. Là. Ouais. Oui, j'ai rencontré j'ai remporté le championnat des marqueurs, mais on avait toute une équipe. Là. On avait 4 marqueurs de 100 points. Ouais. Maxime toi, Patrick Terracine, ensuite, si je ne me trompe pas, Olivier Proulx. Pascal Pelletier, Olivier Proulx. Ouais. Puis, je veux dire, on avait des Charles Linglet. Charles Linglet, c'est parce qu'il s'était blessé. L'année d'avant, il avait eu 125 points. C'était un joueur de 20 ans que l'année d'avant, il avait été extrêmement dominant. On avait LP Martin, on avait Maxime Fortunus à la défense, qui a été le défenseur de l'année. On avait un Jeff David qui était allé jouer dans la East Coast pendant la première partie de la saison, qui avait été ensuite, qui appartenait à Shawinigan, qui est arrivé chez nous avec Olivier Michaud. On avait une équipe, c'est facile à dire avec le recul, mais on avait une équipe pour tout gagner. Puis on était extrêmement dur à jouer contre dans le style que les Dracars ont tout le temps perfectionné à cette époque-là. On avait des joueurs qui étaient capables de jouer des épaules. On avait beaucoup de talent. Notre powerplay était excellent. Mais on le remarque dans le chat, là, cette année-là, Joël, tu n'es pas reconnu pour les pénalités. Tu as terminé avec 93 minutes de pénalité. Puis si je me rappelle bien, pour avoir parlé avec Jimmy Arsenault, les minces défaites du Drakkar, ça finissait souvent parce que les deux bancs étaient vidés. Là. Petite anecdote, je me souviens d'un match à Halifax où Halifax était deuxième au classement général. On était allé là-bas et on a perdu 9-2. Et puis dans les 10 ou les 7 dernières minutes, il a fallu que je joue à la défense parce qu'il n'y avait plus de joueurs sur le banc. Puis même Richard avait quitté le banc pour s'en aller dans la chambre. À cette époque-là, c'était un peu plus populaire, là, ce genre de comportement. Mais tu sais, comme tu dis, c'était la belle époque. Et en plus, pour le Drakkar, pour les partisans du junior, jouer à Bécomo, juste avec la foule, tu gagnes un petit 10 livres et un petit 2 pouces de fierté et de muscle. Je me souviens avoir des conversations justement avec Pierre-Alexandre Parenteau, qui était probablement un des meilleurs joueurs de la Ligue là, cette année-là, qui avait été au championnat du monde junior, qui était premier scoreur de la Ligue avant de quitter pour le championnat du monde junior. Puis moi, je n'avais pas été invité au camp. Donc, je m'étais arrangé pour être premier à son retour. Être premier à son retour. Mais non, mais même lui, il me disait, c'est tough jouer à Bécomo. Là, vous êtes 3000 dans le building, on dirait que vous êtes 20 000. Puis c'est tough. Puis, non, c'était très intimidant à l'époque. Je pense honnêtement, je pense que cette saison-là, je pense qu'on a perdu 2 ou 3 matchs à la maison. Puis après ça, malheureusement, on a perdu le match 7 en finale de conférence contre Halifax.
Puis ça, ben, si tu me le permets, PO, j'aimerais t'entendre un peu sur cette époque-là, parce que tu étais jeune, toi, dans le temps. Ouais, ben à l'époque, bon, 2002-2003, on retourne, j'ai je suis à l'adolescence, j'ai 12-13 ans. Bon, côté, j'étais partisan à l'époque. Et pour moi, si je me rappelle bien, cette année-là, Joël, pour les séries, vous étiez fait teindre les cheveux rouges. Les gars. À chaque année, on faisait ça. Ouais, c'était impressionnant. Puis moi, mon école secondaire, c'était la même école secondaire que les joueurs du Drakkar. Donc les gars, on avait en haut, là. à l'école privée de Bécomo. Donc il y avait de l'ambiance en ville. C'était il y avait à Bécomo, lors des séries, il y a tout le temps une odeur particulière. On dirait que les gens, il y a quelque chose dans l'air. Puis cette année-là, ben, on savait qu'on avait une équipe, on savait qu'on pouvait y aller loin. Si je ne me trompe pas, la Coupe Mémoriale avait lieu à Québec ou quelque chose comme ça. Il y avait des amis, j'avais des amis de mes parents qui avaient même déjà préparé les hôtels pour s'en aller à Québec. Il y avait de l'effervescence dans l'air, ouais. Mais, tu sais, à l'époque, quand tu finissais premier de ta conférence, tu avais un bail. Donc, on avait eu notre bail. Ensuite, à cette époque-là, là, on avait, je ne sais pas c'était quoi les équipes exactement, mais dans le classement général, les 5 premières équipes de notre conférence au classement général étaient de notre côté. Donc, on avait Bécomo 1, on avait Halifax 2, on avait Bathurst 3, Moncton 4 et Québec 5. Tout le reste, après ça, ben là, ça diminuait, puis ça s'en allait dans. Je pense que c'est Gatineau qui a gagné cette année-là, puis je pense qu'il était comme 7 ou 8 au classement général. Donc, dans notre côté, on s'est vraiment battu solide. Là, nous autres, la première ronde, on ne l'a pas joué parce qu'on avait un bail. Puis en deuxième ronde, on a joué Québec, qui était quand même une 5e position au classement général, qui était host, équipe haute de la Coupe Mémoriale. On les avait battus en 5. Là, tu avais Halifax qui avait battu Bathurst en 7 en deuxième ronde. Fait que ça commençait déjà à se battre assez fort. Puis là, on était arrivé dans le carré d'as. Par faute de géographie, il fallait pogner Halifax. Moi, à ce jour, je dis toujours que ça a été la finale avant la finale, même si Halifax n'a pas gagné. Parce qu'Halifax, à un moment donné, ils ont joué une série en partant. Ils ont joué contre Bathurst en 7. Ils ont joué contre nous en 7. Puis finalement, ils se sont inclinés contre Gatineau en 7 encore. Gatineau, de l'autre côté, il y avait une très bonne équipe, était plus jeune. Nous, dans la saison, je me souviens qu'on avait eu quand même beaucoup de succès contre une équipe comme Gatineau. Non, c'est ça. Ça a été, à ce jour, c'est une des plus grandes déceptions que j'ai vécues dans le hockey. Comme je te dis, je regarde du hockey junior encore aujourd'hui, puis ça me fait un petit quelque chose. C'est quelque chose, des fois, tu as de la misère à comprendre comment ça que. On avait 4 gars de 100 points, mais en finale de conférence, on a tous eu à peu près 1 ou 2 points en cette game. Fait que Halifax a définitivement fait du bon travail. Nous, ça a été plus compliqué, puis on s'est incliné. Oui, le dernier match à la maison, il y a eu deux peines d'amour générales à Bécomo avec le Drakkar. La défaite 7-1 contre Halifax en 2003, puis la défaite en 2014, match 7 contre les Foreurs de Val-d'Or en finale. Je pense que c'est les deux sujets qu'on n'a pas encore le droit de parler ouvertement. Mais j'en doute pas. Puis, honnêtement, comme je te dis, même moi, ce jour, c'est quelque chose que. Écoute, dans le hockey, ce qui est le fun, c'est que quand tu as fini de jouer, tu peux te reprendre en tant que coach. J'espère qu'une journée, je vais avoir l'occasion de me reprendre, que ce soit avec le Drakkar ou avec quelqu'un d'autre, dans la même situation. Puis d'ailleurs, je tiens à dire, le Drakkar qui nous dit un beau bonjour. Fait que bonjour au Drakkar et un très gros merci d'être là. Merci aussi d'avoir appuyé le show. Alors là, on va faire le saut puis on va se ramasser au niveau professionnel. Tu commences avec les Mighty Ducks de Cincinnati en 2003-2004 et tu as entre autres un coéquipier que tu apprécies particulièrement, P.A. Parenteau, avec toi. Comment ça se passe tes débuts professionnels? Ben, ça va quand même bien, mais c'est pas facile. Tu sais, quand tu es junior, puis tu as du succès, puis tu tombes un peu dans les oubliettes là, dans la Ligue américaine. Tu as un rôle beaucoup moins important. À l'époque, les joueurs dans la Ligue américaine, c'était pas seulement des joueurs de 20, 21, 22 ans, comme c'est plus aujourd'hui, malgré quand même quelques vétérans.
un joueur de ma trempe qui sortait du junior majeur, qui avait eu beaucoup de succès. Il fallait que je fasse mes preuves au niveau professionnel. Puis c'était bien correct. Mais j'avais un coach qui me faisait beaucoup confiance. Donc j'avais eu quand même, je te dirais, comparativement à mes débuts de junior majeur, j'avais beaucoup plus de temps de glace au niveau professionnel. Mais ça reste que j'étais à Cincinnati, je suis loin de chez moi. L'anglais, c'est beaucoup moins facile que je pensais que c'était pour l'être. J'avais la chance d'avoir, comme tu viens de le mentionner, un très bon chum, Pierre-Alexandre. On demeurait ensemble en appartement, mais ça aussi, c'est nouveau. On demeure en appartement et non en pension. Donc, il y a beaucoup de live and learn. Là, je peux bien prendre l'expression anglaise. Brûler une coupe de plats maison, mais bon, ça arrive. Ouais, beaucoup de restaurants, beaucoup de... Mais tu apprends tellement rapidement à ce niveau-là. On avait des bons vétérans avec nous, puis ça avait été une belle saison, honnêtement. Je pense qu'à la fin de la saison, je me souviens d'avoir eu des bons commentaires, puis le processus de ma première saison là, pour ma carrière professionnelle avait été quand même positif. Puis, je prends le flambeau, là, Yves, 30 secondes. Vas-y. Tu avais eu la chance cette année-là de jouer avec un vétéran qui va devenir plus tard entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Dan Baldisma. Écoute, quel genre de joueur il était? On connaît le coach qui est flamboyant. Comment il était en tant que joueur à l'époque? En fait, cette année-là, j'ai eu 2 joueurs qui sont devenus entraîneurs des Penguins de Pittsburgh. Ben, il me semble que c'est les Penguins de Pittsburgh. J'ai eu Dan Baldisma, oui, ça a été même mon linesmate pendant les séries. Si je commence avec Dan Baldisma, ben, c'est un bout en train dans la chambre. C'est un gars qui est toujours là, qui est de bonne humeur. Il y avait beaucoup d'expérience. Tu voyais que les meilleures années étaient derrière lui, mais juste son professionnalisme de venir à l'aréna, de prendre soin de lui-même malgré les blessures qu'il avait eues. Je me souviens, je pense qu'il y avait eu des opérations aux 2 genoux avant d'être finalement rétrogradé avec nous. Et il bloquait des shots comme si, honnêtement, comme si c'était sa première année dans la Ligue nationale. C'était très impressionnant. Puis c'était un super bon Jack, même s'il avait 20 ans, puis il avait probablement 35 ans à l'époque. Il s'occupait des jeunes. Puis ma deuxième année pro, il est devenu assistant coach. Donc, je l'ai eu comme coéquipier et comme assistant coach. Et puis, j'avais Todd Reardon aussi qui était... c'est à Washington qu'il a coaché, excuse. Qui était coach à Washington. Donc, ces 2 joueurs-là, ma première année, ils étaient mes coéquipiers. Et puis... deux gars qui deviennent coach, c'est quand même dire que c'est des bons vétérans puis que dans la chambre, ça devait être... il devait avoir un bon esprit. C'est un peu ça, dans le fond. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont leur chance rapidement à jouer, que ce soit au niveau de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu l'apprentissage de comment te comporter en apprenant vraiment des vétérans. Puis pour moi, ça avait été super positif. Je veux dire, c'est le fun avec le recul de savoir que tu as côtoyé des joueurs comme ça. Puis qui sont devenus des visages importants. Là, tu me permets d'aller sur une avenue qui est une avenue peut-être un peu plus anecdotique, mais c'est d'ailleurs à Cincinnati où tu vas côtoyer pour la première fois un gardien de but du nom de Ilya Bryzgalov. Et moi, ce que la légende! et moi, ce que j'ai lu sur Ilya Bryzgalov, c'est que c'était un des gardiens les plus bizarres de la LNH. Il est comment, Ilya Bryzgalov? T'as bien lu. Écoute, pour te dire qu'il est bizarre, pendant 3 saisons, pas 2 saisons dans l'année américaine, j'ai rejoué avec lui à Phoenix. Pour une raison que j'ignore encore ce jour, il m'appelait toujours Jean-François. Lui, il trouvait que le nom Jean-François, c'était drôle. OK. Il a décidé qu'il m'appelait Jean-François. Puis au début, je me disais, OK, je suis à Cincinnati, il trouve ça drôle. Je l'ai revu comme 3-4 ans plus tard à Phoenix, puis il m'a encore appelé Jean-François comme si c'était vraiment moi. Donc oui, il est très spécial. C'était tout un gardien de but, on s'entend. Oui, il était bon. Il était extrêmement dominant. Mais je peux pas. J'ai pas de mauvaises choses à dire sur Bryzgalov, mais c'était tout un personnage. Ben, moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait des drôles de routine. Il était beaucoup dans son monde. Ça a l'air qu'il ne fallait pas que tu le déranges avant le début des games. Ouais, ça allait plus que ça, par contre. Il était très spécial. Il était très spécial. Une petite anecdote, là, je ne veux pas le paraître, mais
Je pense que c'est notre première année. Ouais, ma première année pro. On a une équipe très jeune. On a une équipe qui n'est pas supposée d'avoir beaucoup de succès en playoff. On gagne notre première ronde des playoffs quand même. Et puis, on s'en va en deuxième ronde contre les Wolves de Chicago, qui est une équipe vraiment là, de vétérans, pratiquement une équipe de la Ligue nationale faible, là, je dirais. Okay. Donc, là, on excuse pas les Wolves, les Admiral de Milwaukee. Il y avait Simon Gamache qui jouait pour eux, Darren Hadar. Il y avait beaucoup de succès, puis il a fini premier dans la Ligue. Et puis, on arrive, on gagne, après 5 games, on mène 3-2. Puis dans ce temps-là, c'était 2 games à la maison, 3 games sur la route, 2 games à la maison. Donc, on s'en va là-bas pour game 6 et 7. On part à game 6, puis juste avant la game 7, Bruce avait décidé qu'il disait à tout le monde dans la chambre que c'était assez, puis il avait dit à tout le monde, « Oh, we showed these guys we can beat them, but we're not gonna win tonight. » Puis, nous, on avait comme pris ça un peu genre en riant, on se disait, c'est sûr qu'il n'est pas sérieux, mais c'était 4-0 avant une période pour lui. Oh boy! Je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais il avait décidé que c'était. Lui, il avait décidé que c'était assez. Il a fait peut-être un 3e œil, il a peut-être vu quelque chose, mais. Ouais. Il y avait une meilleure équipe que nous, là, Milwaukee, on était très jeunes, eux autres étaient très talentueux, plus d'expérience, mais c'est une petite expérience, une petite anecdote par rapport à. Oh, c'est parfait. Mais c'est exactement le personnage qui est, mais c'était tout un gardien. Puis sinon, ben là, on va rentrer dans un sujet qui est un sujet qui va être important pour toi, mais peut-être un peu plus terne. C'est que c'est cette année-là où, en décembre 2004, tu es le meilleur pointeur chez les Mighty Ducks de Cincinnati et tu subis ta première commotion. Tu as défini par la suite que les commotions ont eu un impact important sur ta carrière. Qu'est-ce qui est arrivé à ta première commotion? Ben, à l'époque, les commotions, on était plus ou moins éduqués là-dessus. Puis, ouais. Je suis convaincu que j'en avais déjà fait auparavant. Ah, OK. Mais, tu sais, on ne le savait pas, on jouait, puis c'était comme ça. Puis, oui, en effet, l'année du lockout, tout le monde, tu sais, tous les jeunes, Spezza, Bergeron, Camilleri, ils jouaient tous dans la Ligue américaine, donc la Ligue était extrêmement forte. Moi, c'était ma 2e année. On avait une très belle équipe encore. On était très jeunes. On avait des Lou-Paul qui était avec nous, Chistov, Paranto, moi. J'oublie probablement des joueurs, c'est sûr, mais on avait une belle équipe qui était jeune, mais la Ligue était comme ça. Et puis, ça allait bien. Notre équipe, on avait des hauts et des bas. Moi, personnellement, comme je disais tantôt, ma première année, l'entraîneur me faisait beaucoup confiance, même si j'avais juste 20 ans. Donc, j'avais 21 ans. J'avais encore plus de temps de glace. Je jouais à la pointe en powerplay comme au nouveau junior. Donc, c'était très positif, personnellement. Puis, j'ai eu une mauvaise mise en échec, là, que je dirais, par un joueur qui était plus ou moins là, dans le même style que moi. Puis, ça m'avait sonné. J'avais continué à jouer. Je me souviens encore, c'était à Chicago. J'avais continué à jouer. On avait gagné le match en overtime. J'avais scoré en overtime. Mais tu sais, je ne savais pas c'était quoi les commotions. On avait continué, on avait eu des matchs là, dans le temps pendant le temps des fêtes, je me souviens bien. Et puis, à un moment donné, ça n'allait pas. Je ne me sentais pas bien. J'avais de la fatigue chronique, maux de tête. J'en avais parlé à mes soigneurs, puis on avait décidé de m'arrêter puis de dire que c'était une commotion, sans trop savoir exactement c'était quoi le cheminement à partir de là. Puis, j'ai manqué 2 mois. J'ai été 2 mois sans me sentir moi-même. Puis, quand je suis revenu, j'ai joué un 5-6 games, puis je me suis refait frapper. Tous mes symptômes sont revenus. Et puis, c'est sûr, quand tu as 21 ans, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta blessure 1. Puis, c'est quand que je vais me sentir comme je pourrais me sentir. En tout, j'ai manqué 1 an complet de hockey. À des âges comme ça, c'est beaucoup. Puis, je me souviens qu'après la saison là, de cette année-là, 2004-2005, je m'étais entraîné. Je me sentais bien. Puis dès que je suis retourné au camp d'entraînement des Ducks en 2005-2006, je te dirais la 2e game hors concours, scrimmage que j'avais joué, tous mes symptômes étaient revenus. J'avais des vertiges. J'avais un côté, tout le côté gauche de mon corps était tout le temps comme engourdi. Puis, mais tu sais, comme je te dis, on n'était tellement pas éduqués par rapport à ça que tu continues à jouer, tu continues à pratiquer jusqu'au point qu'on va donner, là, tu te dis, ça va pas.
Oui, en effet, en effet. Puis là, ben, après ça, moi, j'avais lu comme quoi tu avais fait un très court séjour. Je pense que c'est justement quand tu reviens de ta blessure, un court séjour dans la ECHL. Ouais. Je suis curieux de savoir, c'est comment la ECHL? Tu as joué juste 3 matchs, on s'entend, pas beaucoup, ça l'a bien été pour toi. 6 mois, 3 matchs. On peut dire que Joël a brûlé la ECHL à sa manière. Ouais, mais ça, là, je me manquais 1 an de hockey. Fait que, exact. Là, le club de la Ligue américaine des Ducks avait déménagé à Portland, Maine. Exact. Donc, on avait une très belle équipe à Portland. Là. On était premiers dans la Ligue. On avait même Gatslav Perry qui était venu jouer des matchs avec nous, une vingtaine de games. Moi, avant Noël, je n'ai pas joué parce que j'avais encore mes symptômes de la commotion de l'année d'avant. Le coach, c'était Kevin Deneen, un homme que je respecte énormément encore à ce jour. Donc, au mois de janvier, j'avais recommencé à patiner, ma remise en forme, et je me sentais mieux. Puis quand que je pensais que je commençais à être prêt à jouer, il était venu me voir et il m'avait dit je pense que tu devrais aller jouer 3 matchs dans l'East Coast. Donc, tu sais, tu es rendu à 22 ans, tu as 3e année pro, c'est ton année de contrat. Tu es plus ou moins enchanté de ça, comme de raison. J'avais eu quand même un petit peu de succès au niveau de la Ligue américaine. Je savais que je n'étais pas un joueur de la East Coast. Je savais que j'étais capable de performer au niveau de la Ligue américaine. Mais il me l'avait expliqué honnêtement extrêmement bien. Puis il me l'avait très bien vendu. Puis je me souviens qu'il me l'avait parlé comme un père ou un grand frère me l'aurait dit. Puis j'avais apprécié ça énormément. Puis il m'avait dit, garde Joe, tu t'en vas pas là pour 6 mois, tu t'en vas là pour 3 games. Tu as ton billet d'avion pour revenir. Tu pars jeudi, tu reviens dimanche, lundi matin. Tu joues vendredi, samedi, dimanche. Donc, j'étais allé là avec honnêtement une belle attitude parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué. Je voulais juste jouer au hockey. Je voulais savoir si ma tête était correcte. Et puis, j'étais arrivé là. C'est sûr que c'est un vibe un petit peu différent à la East Coast par rapport à la Ligue américaine à l'époque. Je me souviens que ça m'avait permis de réaliser à quel point, j'étais chanceux d'être dans la Ligue américaine. J'étais chanceux de faire un retour au jeu. Et puis, j'avais beaucoup de plaisir avec les gars qui étaient là. Ça avait pris une période, je te dirais, avant de reprendre un peu mon beat. Puis, à chaque chiffre après, la confiance revenait tranquillement. Puis, je suis super content de l'avoir fait finalement parce que dès que je suis revenu ensuite à Portland, je te dirais que c'est vraiment là que j'ai eu mes meilleurs moments professionnels, puis ça a duré quelques saisons. Bien, autant 2005-2006, bon, je pense que tu as fait toutes les étapes cette année-là. Je regarde ta fiche, bon, tu parles de ta blessure, on t'envoie quelques matchs ECHL, on revient, un bon retour au jeu, et ça t'a même amené à ton premier appel dans la Ligue nationale cette année-là. Oh. Attends. Première des choses, là, on va se transporter au mois de mars 2006, le 9 mars 2006. Tu apprends, peut-être que c'est un peu dommage pour toi, mais tu apprends que tu es échangé à une organisation que j'affectionne particulièrement. On a un changement de vêtements, là. Et voilà. Tu es échangé. Mais ça, c'est drôle aussi parce que on était beaucoup de jeunes qui, là, on était rendus à notre 3e année. Tu sais, je l'ai dit tantôt, on avait des Gatslav Perry qui avaient joué des matchs. On avait aussi Dustin Penner qui commençait vraiment son envol. Il y avait Ryan Shannon, il y avait Parenteau, il y avait Konopka, il y avait Tim Brandt, Glenn Cross, il y avait moi. Honnêtement, on avait toute une équipe. Quand je suis revenu de mon court séjour dans la East Coast, je jouais avec Parenteau sur la même ligne. Puis, on a eu beaucoup de succès. Je pense que j'avais 1 point par match, je ne me trompe pas, après 24-25 matchs. Mais étant donné que je n'avais pas joué pendant 1 an, moi, honnêtement, là, tout ce que je voulais, c'était de jouer au hockey. Puis, je pense que c'est la raison pour laquelle j'avais du succès. Pour une première fois, peut-être depuis plusieurs années, je faisais juste jouer au hockey sans trop me poser de questions. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais-tu me faire... Tu avais repris le goût d'aimer à jouer. Vraiment. Puis, honnêtement, je pense même pas que j'ai déjà eu ce sentiment-là junior majeur. Parce que junior majeur, même, on avait beaucoup de pression, puis ça venait du staff d'entraîneur, ça venait des partisans. Là, je me sentais vraiment que j'avais rien à perdre. Je n'avais pas joué pendant 1 an, puis je voulais juste jouer au hockey, puis les choses allaient bien parce qu'en plus, on avait une bonne équipe. Donc, je me souviens encore, c'était la journée du trade deadline.
Hershey est en ville. Pour les Bears d'Hershey, il y a Louis Robitaille, il y a Frédéric Cassivi, avec qui j'ai déjà joué à Cincinnati. Louis, qu'on connaissait très bien, puis qui est rendu un DG des Olympiques à Gatineau. Il y a un bout en train à ses heures. Puis, fait que la veille du match, je pense que c'est la veille du match, je pense pas que c'est la journée même, c'est le trade deadline. On va luncher, moi, Parenteau, avec Cassivi, puis le Robitaille. Et puis, tout le monde a son cellulaire sur lui. Le seul qui n'a pas son cellulaire sur lui, c'est moi. Oh. Et puis, moi, dans ma tête, je ne peux pas me faire échanger. Je n'ai pas joué, ça fait un an. J'ai joué 25 matchs. Probablement, j'étais un peu clueless, un peu dans le néant de penser que je ne peux pas me faire échanger. Mais fait que finalement, c'était Kevin Deneen était rentré dans le restaurant où on était parce qu'il me cherchait. Puis c'est un restaurant qui était proche de l'aréna. Puis qui m'avait dit j'ai besoin de répondre à mon cellulaire parce que Brian Burke, à l'époque, qui était GM pour voulait me parler. Ben là, j'ai comme compris un peu, là, c'était pourquoi. Et puis, il m'a annoncé que je me faisais échanger au Coyote. Écoute, sur le coup, c'est un super feeling parce que je savais qu'avec les Ducks, je commençais à pas perdre un peu de galon, là, mais il y avait d'autres jeunes qui étaient arrivés, je n'avais pas joué beaucoup. Si j'avais resté avec les Ducks, peut-être que j'aurais réussi à faire ma place. Mais je savais qu'il y a une équipe qui venait me chercher, sans dire venez me chercher, mais il donnait un joueur vétéran. Oui. Et en retour, il voulait un jeune. Et puis ça allait bien mes choses en américaine. Donc, à ce moment-là, tu passes quand même de Portland, Maine à San Antonio, Texas. C'est une bonne ride, ça aussi. Oui, c'est une bonne ride. San Antonio était la pire équipe dans la ligue, puis nous, on était la meilleure équipe dans la ligue. Dans la Ligue américaine, quand tu ne joues pas dans une bonne équipe, c'est extrêmement dur de te faire valoir, surtout pour un joueur offensif. Donc, ça a été... c'est sûr, j'arrivais, fait que je voyais qu'il y avait une énorme différence de mentalité dans les joueurs, dans les prospects qui étaient là. Je partais d'une équipe où tout le monde pensait qu'il était un joueur de Ligue nationale. J'arrivais dans une équipe où je voyais qu'il y avait la saison était longue. Là. Il était temps que ça finisse. Puis, la même journée, Yannick Lehoux avait été échangé des Kings de Los Angeles au Coyote de ma prochaine question, tu es allé rejoindre quand même un ancien coéquipier, Yannick. Les retrouvailles. Ça a été super. Ça a été super cool. J'ai eu la chance de revoir Yannick, de rejouer avec lui. Ça a facilité beaucoup les choses dans le processus de jouer dans une équipe où c'était plus difficile. Et puis, il y avait d'autres Québécois. Il y avait Pascal Réaume, il y avait Éric Chouinard qui était là. Mais c'est sûr, un coup rendu à San Antonio, là, je sentais vraiment que je jouais pour un call-up. Oui, parce que là, l'organisation t'échange contre un défenseur d'expérience. Fait que c'est quand même, pour eux autres, c'est un gros move. Puis tu restes pas longtemps dans la Ligue américaine. Tu joues un total de genre 12 matchs. Oui, j'avais joué 10-12 matchs. Puis, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à cette époque-là, rendu après le deadline, pour rappeler un joueur, ça prend un genre d'emergency call-up. Okay. Donc, il y avait un joueur qui s'était blessé, puis il avait décidé de me rappeler. Comme de raison, ça avait bien été dans les mineurs, sans rien tout casser, honnêtement. C'était très dur, l'ambiance. On perdait beaucoup de matchs, puis l'entraîneur était plus ou moins satisfait des joueurs. C'était pas facile de jouer. Fait que quand le call-up est venu, c'est sûr que moi, c'était mon premier call-up à vie. J'étais très content. C'est quoi qui t'a appelé pour te l'annoncer, puis c'est quoi le sentiment que tu as vécu? C'est le jour que tout le monde rêve, là. Tout joueur de hockey. Écoute, ça fait déjà longtemps. Si je ne me trompe pas, c'était mon coach de la Ligue américaine qui me l'avait annoncé. L'équipe était sur la route à Calgary. Donc, j'étais allé rejoindre l'équipe à Calgary. Puis, à partir de là, les joueurs qui sont dans la Ligue nationale, ils connaissent un peu. S'ils n'ont jamais été dans la Ligue américaine, ils ont vécu les call-ups de d'autres jeunes. Donc, ils sont super réceptifs. Ils t'accueillent extrêmement bien. Puis, ça avait été un super beau moment. Je n'avais pas joué ce soir-là. J'avais fait le morning skate, j'avais fait le warm-up. Puis, il m'avait dit que je ne jouerais pas ce soir-là. Mais juste de faire un warm-up quand même à Calgary, ça avait été super cool. Et puis, l'équipe avait perdu le match. Puis, au retour dans l'avion, on s'en retournait à Phoenix. Puis, on jouait contre Dallas
2 jours plus tard. Puis Wayne était venu me voir dans l'avion pour m'annoncer que je jouerais. The Great One qui vient d'annoncer quelque chose. En tout cas, je ne veux pas me mettre dans tes shorts, mais juste M. Wayne qui vient de parler, ça doit être quelque chose aussi. Là. Ben, il était venu. L'homme des relations publiques était venu me voir dans la chambre à Calgary pour me dire, avant le morning skate, pour me dire que l'entraîneur voulait me rencontrer. Fait que j'étais sorti dans le corridor, puis c'était Wayne, comme d'habitude. Il s'était présenté, il avait dit son nom et tout. Puis, besoin de se présenter. En dedans de moi, je trouvais ça bien drôle là, d'avoir, comme tu viens de le mentionner, là, The Great One qui se présente. Mais il a été, pour les 4 ans que j'ai été là pendant qu'il était entraîneur, pour moi, il a été extrêmement bon. Ouais, ben ça j'avais lu aussi que, selon toi, il t'avait donné vraiment tes vraies chances avec l'organisation, puis ça avait été un coach qui t'avait marqué. Là. Ben, tu sais, Wayne, c'était, sans dire là, que je ne suis pas là pour le juger ou pour dire que c'était le meilleur coach. Ou, c'est pas facile d'être coach en national, surtout quand tu es Wayne Gretzky. Puis, il y avait comme la mentalité de peu importe qui, il va te donner ce qui te revient. Et puis, j'étais un jeune joueur qui essayait de faire sa place. Et puis, il m'avait donné une très belle opportunité. Là, Et puis là, on va rester dans la thématique de Wayne Gretzky puisque ça prend pas beaucoup de temps et tu vas finir par compter ton premier but. Mais il semblerait que Wayne a peut-être été devin dans la situation. Ouais. Il a fait des belles recherches. Le dernier, dans le fond, c'est la même année que j'ai été rappelé. C'était mon 5e match à moi dans la Ligue nationale. J'avais récolté mon premier point 2 matchs auparavant au Colorado. L'équipe là, était définitivement éliminée des séries. Puis on s'en va à Saint-Louis pour le dernier match de la saison. Je suis habillé. Donc, je suis super content. Là. Chaque match que tu peux jouer au national, tu es content. Puis je me souviens, là, étant donné que c'était le dernier match, il nous en donnait plus. Puis je jouais avec un autre joueur qui sortait des rangs collégiaux. Puis il nous en donnait. Je me souviens, je pense que j'avais joué un 15-16 minutes ce match-là. Et puis, ouais, c'est ça. Ben, c'était beaucoup plus que les 4 premiers matchs que j'avais joué. Puis, je commence, ça fait 4 matchs que je joue, c'est ton 5e. Je ne suis pas prêt à dire que je connais la Ligue, là. Mais j'ai plus confiance en tes moyens quand même. Et puis, je me souviens, après la première période, il était passé à côté de moi dans la chambre à Saint-Louis, puis il m'avait dit keep going, you're going to score in the second. Fait que, il avait prédit que j'étais pour marquer en 2e. Moi, j'avais eu comme un petit rire en coin quand il m'avait dit ça. Ben, je trouvais ça drôle et cool que Wayne me dise ça. Puis c'est pas comme si j'avais eu beaucoup de chance à marquer là, dans mes 4 premiers matchs. Puis je pense que c'était mon 2e ou 3e chiffre de la période. J'ai eu un échappé, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un échappé. Là. Je me suis retrouvé en arrêt de défenseur, puis je me suis retrouvé tout seul face au gardien, puis j'ai réussi à marquer. Puis, ben là, c'est sûr, à partir de là, c'est un moment qui... Hey, premier but à la tu blackout un peu, là, tu es content, tu n'es comme pas sûr de ce qui va se passer. Puis, ma grande surprise, quand je suis rentré au banc, il m'attendait, puis il m'a donné un petit... Donc, en plus, on s'entend que dans la Ligue nationale, les premiers buts sont souvent plus célébrés encore. Donc, c'est clair qu'au banc, les vétérans, tout le monde devait attendre le party de 20 poignées. C'était le dernier match de la saison. Les joueurs, je veux dire, j'étais nouveau. J'arrivais, c'était mon 5e match. Je n'ai pas la personnalité du gars à prendre beaucoup de place au début. Puis, fait que je faisais ma petite chose, mais je sentais vraiment que tout le monde était content pour moi. Puis, d'avoir le meilleur joueur de tous les temps, le prédire une quinzaine de minutes avant, de t'attendre et de donner un petit fist bump, c'est quelque chose que définitivement, je n'oublierai jamais. J'ai eu un réflexe de demander au trainer de faire un petit point rouge avec un crayon sur le bâton que j'avais. Puis, j'ai encore ce bâton-là encadré dans Oh! Wow! Wow! OK, fait que là, on vient de vivre quand même un très beau moment. Puis, est-ce que c'est à cette période-là où tu vas commencer à fréquenter Keith Yandle? Parce que je pense que tu as joué quand même à plusieurs reprises avec lui. Ben, oui. Keith, ils ont joué ensemble. Là, attends, je ne vais pas me tromper. Je pense que c'est l'année suivante.
L'année suivante, OK, excuse. C'est ça, 2006-2007, j'arrive au camp d'entraînement. J'ai fini l'année en haut l'année d'avant. J'ai joué 5 matchs. Donc, l'organisation me donne quand même une belle opportunité de faire l'équipe. Puis, pendant la saison morte, il y avait signé des gars comme Owen Nolan, comme Jimmy Roenick. Donc, des vieux aussi. Beaucoup de gros noms. Puis, j'avais eu un super bon camp d'entraînement. J'avais réussi à faire l'équipe. Et puis, Keith Yandel, je me souviens bien, cette année-là, lui, il a 20 ans. Donc, il se fait retrancher à la fin du camp d'entraînement pour aller dans les mineurs. Et puis, finalement, il vient jouer quelques matchs là, avec l'équipe pendant la saison. C'est vraiment l'année d'après où les deux étaient dans les mineurs, puis on était rappelés en même temps. Puis on a terminé la saison là, avec l'équipe. Lui, il n'a plus jamais redescendu. Comment faire sa séquence, ouais. Ouais, en plus, c'est ça, je ne sais même pas s'il a manqué un match après ça. Mais moi, ça a été une histoire un peu différente. Parce que, mais cette année-là, ça a super bien été. J'ai joué 50 matchs. J'ai eu beaucoup de temps de glace de qualité avec des joueurs. J'ai joué avec Shane Doan, avec Peter Mueller pendant plus de 2 mois. Puis j'ai réussi. Avant qu'on aille avec Shane Doan, tu vas faire un très, très court passage. Tu es réclamé au balotage par les Blues de Saint-Louis. Ça n'a pas été nécessairement une très bonne période, mais c'est pas tellement long. Puis les Coyotes te réclament après. Ça, c'est une petite période de ma carrière que je comprends toujours pas, là, honnêtement. Tu sais, il y a des moments, des fois, que tu te demandes pourquoi c'est arrivé. C'est facile à comprendre quand tu prends le temps d'y réfléchir. À l'époque, si tu te faisais renvoyer dans les mineurs, moi, au point où j'étais rendu dans ma carrière, il fallait que je passe par le balotage. J'avais réussi à faire l'équipe au camp d'entraînement. L'équipe n'allait pas bien. L'équipe a décidé de signer Yannick Perrault. C'est un joueur de centre. Automatiquement, je devenais un gars qui était facile à renvoyer les mineurs à cause j'étais sur un two-way. Et puis, les Blues m'ont réclamé. Donc, sur le coup, je trouvais ça bizarre. J'avais joué 14 games dans le national en tout. 5 games d'avant, 9 cette saison-là. Puis finalement, je regarde un peu l'arbre de l'équipe. C'est mon entraîneur que j'ai eu à Cincinnati pendant 2 saisons, qui est assistant coach à Saint-Louis. Donc, je fais un peu ça. J'arrive là, Saint-Louis, ils sont sur une losing streak d'à peu près 16 games. L'entraîneur, c'est Mike Kitchen. Il est sur la bubble. Probablement qu'il sait que. C'est temps son compté. Le kid Joël Perrault qui arrive, qui a joué 14e dans le national, ça il tente plus ou moins de le mettre dans le line-up. C'est pas moi qui va le faire garder sa job. Puis lui, dans cette époque-là, il y a Keith Ketchuk, il y a Bill Guérin, il y a Doug Waite, il y a Dallas Drake, Eric Brewer. C'est une équipe loadée de vétérans. Manny Legacy. Honnêtement, j'ai finalement joué une dizaine de games. Là, pour peut-être mieux placé pour moi de me le dire. 11 games au total, Ouais, 10 games, 10-11 games. Je jouais 2, 3, 4 minutes par game. Puis t'as pas eu la chance de te faire valoir dans le fond avec Saint-Louis. Non, mais honnêtement, je leur en veux pas. J'ai arrêté l'entraînement. Puis là, finalement, Mike Kitchen se fait congédier. Andy Murray se fait engager. Andy Murray, il prend la job. Il ne fera pas jouer Joël Perrault, qui a 14 games dans le national, ou qui est rendu à 20 games. Il va faire jouer les vétérans. Donc, finalement, quand Saint-Louis a essayé de me renvoyer dans les mineurs, il fallait que je repasse au balotage. Phoenix avait le premier choix. Étant donné que Phoenix m'aurait pris, moi, j'étais super content de retourner à Phoenix, honnêtement, je le souhaitais. Je ne voulais pas aller dans la Ligue américaine avec une équipe où je sentais plus ou moins où j'étais. Donc, finalement, je suis retourné avec Phoenix. J'ai joué quelques matchs. Il fallait que je joue du hockey, là, où j'étais rendu. Ils m'ont renvoyé dans les mineurs. À cette époque-là, je pense pas que j'avais besoin d'aller au balotage. Donc, j'étais allé dans les mineurs, puis j'étais vraiment content d'aller jouer du hockey. Un peu comme quand l'année que j'avais manqué beaucoup de hockey pendant un an, j'étais content. Yannick Lehoux était là, je jouais avec lui sur sa ligne, avec Pascal Réaume. On était un peu la French Connection. Ça allait super bien. J'avais des bonnes stats, puis juste avant un match à Hamilton, l'organisation m'avait dit qu'il me rappellerait pour la fin de la saison à Phoenix, puis je me suis disloqué l'épaule. Mais. Donc, ce qui arrive, j'aurais dû me disloquer un coup rendu en haut, j'aurais fait plus d'argent, mais. Ça aurait été plus payant. Je suis correct comme je suis correct. Mais honnêtement. C'est l'histoire de ma carrière, mais écoute, ça fait partie.
Après ça, tu sais, la saison 2007-2008, tu vas jouer un peu dans la Ligue américaine, mais en décembre, selon ce que j'ai vu, le meilleur buteur de la Ligue américaine et finalement, tu es rappelé. Et c'est là où vraiment tu considères avoir eu ta vraie chance. Et là, tu vas commencer à jouer avec la légende des Coyotes, Shane Doan. Il est comment, Shane Doan? C'est un individu extraordinaire. C'est probablement la meilleure personne que j'ai rencontrée. Quand j'ai commencé l'année en 2007-2008 dans les mineurs, j'avais vraiment comme intention de, si je pourrais jouer toute l'année dans la Ligue américaine, je voulais me faire un nom comme un joueur qui était dominant au niveau de la Ligue américaine. Et puis, j'avais un entraîneur qui me faisait extrêmement confiance en Greg Harlan. Je jouais avec des bons joueurs. Je jouais avec Matt Murley. On avait une ligne extrêmement dominante. Et puis, jusqu'au mois de décembre, les choses allaient très bien. Je marquais beaucoup. J'avais beaucoup de temps en glace. Quand ils m'ont rappelé, j'avais un peu le même mindset que quand je suis arrivé à Bécomo à 17 ans. J'étais là pour rester. Et puis, des fois, il y a des choses, tu ne sais pas comment les expliquer, mais quand je suis arrivé là, je me sentais plus prêt. J'avais joué 25-30 matchs en Ligue nationale dans les 2 années précédentes. Puis, je me sentais extrêmement prêt pour essayer de faire ma place le plus possible. Et puis, c'est là que Wayne, après quelques bons matchs, m'a décidé de me mettre avec, tu l'as dit, la légende Shane Doan. Puis, ça a été un joueur qui m'a, comme de raison, qui m'a beaucoup aidé. C'est un joueur qui était facile à jouer avec. C'est un joueur qui est constant, qui travaille fort. C'est un guerrier. Puis, on avait un petit jeune avec nous qui, même si j'avais 24 ans, c'était lui le petit jeune. Il avait 19 ans. Un premier choix de l'équipe, un 7e ou 8e overall, qui avait une excellente année recrue, même que je me souviens au mois de janvier, les deux, c'était mes line mates. Puis Peter Mueller avait eu la recrue du mois, puis Shane Doan, le joueur du mois. Moi, j'avais pas été. Non. un peu le nombre de stats, mais à ce jour, je pense que ça a été quand même quelque chose que je peux apprécier. J'ai eu quand même du temps de glace de qualité. J'ai été capable de garder ma place là pendant quelques mois, puis de faire bien paraître 2 joueurs là, qui ont eu des belles carrières. Quand même, cette année-là, 49 matchs joués, 7 buts, 10 passes, puis comme tu dis, tu as eu la chance de te faire valoir, puis c'est ce qui t'a permis quand même d'avoir la chance d'évoluer avec les Coyotes et ainsi que San Antonio pour les 2 prochaines saisons par la suite. Là, moi, c'était ma dernière contrat avec l'équipe, donc c'est sûr, j'avais l'intention d'essayer d'avoir le meilleur contrat possible. J'étais rendu à 24 ans, si je ne me trompe pas. L'équipe m'a signé pour 2 ans. One way les 2 années. Donc, c'était quelque chose qui m'arrivait la première fois. Et puis, malheureusement, là, j'ai eu une autre blessure là, quelques jours avant le temps d'entraînement. Oui, c'est ça, j'ai vu. Qui m'a probablement là, reculé de beaucoup dans le depth chart. Malheureusement. Suite à tes 2 saisons avec les Coyotes, on voit du up and down, comme tu dis. Est-ce que je peux mettre un pause pendant 1 minute? Ben oui. Désolé, là, 1 minute. Je reviens. Ben oui, pas de problème. Eh bien, quand même, hein, on parle d'un monsieur ici qui a fallu qu'il ait beaucoup de volonté parce que, je veux dire, il s'est promené dans plusieurs ligues, up and down. C'est de la hargne, c'est de la persévérance, c'est de la hargne, Yves. On peut le voir, là, il a touché à tout. Ouais. Les circuits nord-américains, on parle du junior majeur, ensuite on parle East Coast, Ligue américaine, Ligue nationale, puis il a roulé sa bosse, Ligue américaine, dans plusieurs clubs. On a parlé du club école des Ducks, on a parlé du club école des Coyotes. Quelques matchs à Peoria avec le club école des Blues. Donc, tu sais, nécessairement, là, puis pour avoir parlé avec des anciens de la Ligue nationale, les gars ont un très grand respect pour ce genre de joueurs-là parce que c'est des gars qui ont une extrême persévérance parce qu'ils veulent rester en haut. Puis ils doivent se battre pour rester en haut nécessairement. Quand tu as la chance d'être là, tu veux rester de bon. Puis c'est ce qui fait que moi, personnellement, j'ai énormément de respect pour un gars comme Joël Perreault parce que il le démontre avec son explication. C'est tu te commets, tu travailles très fort, tu t'entraînes plus fort que les autres pour pouvoir rester à ce niveau-là. Là. Puis à quel point c'est difficile parce que c'est un gars qui est. Rebonjour. De retour!
c'est un joueur qui jouait sur les meilleures unités au niveau junior. Puis c'est tout le temps recommencé. Là. On va recommencer dans le bas. Après ça, on monte tranquillement dans le bas. On remonte tranquillement. Ça demande bien de la volonté, mettons. Là. Donc là, tu vas connaître quand même une bonne saison au niveau de la Ligue américaine en 2008-2009. On parle de 49 points, 46 matchs. Pourquoi il n'y a pas eu de rappel avant? Ben là, je revenais de ma blessure. J'avais fait une autre commotion, là, ma troisième commotion, si on peut dire, là, juste avant le camp d'entraînement. J'ai manqué 3-4 mois. Donc, j'ai commencé à jouer début décembre, milieu décembre. Et puis, comme de raison, l'organisation, je suis sur un one-way, donc le but de l'organisation, c'était de me rappeler. Mais pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui avaient pris ma place. Il y avait des Carl Turris, Carl Barker, Tikhonov qui étaient là. Donc, beaucoup de jeunes qui avaient eu l'opportunité de jouer, puis qui avaient bien fait. Puis, l'organisation voulait que je joue une vingtaine de matchs là, avant de pouvoir me rappeler. Puis, les choses allaient super bien à mon retour dans la Ligue américaine, malgré le fait que j'avais manqué encore beaucoup, du temps considérable. Mais tu sais, c'est sûr que j'avais quand même, là, j'étais rendu à 24 ans, j'avais l'expérience d'avoir joué des matchs à nationale. La Ligue américaine, c'était devenu une ligue un peu plus, pour moi, jamais je vais dire facile, là, mais j'avais l'expérience de la Ligue, donc d'être capable de faire des points au niveau de la Ligue américaine, c'était quelque chose qui était plus à ma portée. Mon but, par contre, c'était de produire offensivement, parce que ça a tout le temps été un peu dans mon style de jeu. Mais c'était vraiment de me remettre en game shape pour éventuellement avoir un rappel à la Ligue nationale. Quand le rappel est venu, honnêtement, le timing était parfait. J'étais vraiment là, remis à 100% de ma commotion. J'étais dans un bon streak à la Ligue américaine. Puis encore là, la raison pourquoi j'ai été rappelé, c'est parce que Steven Reinprecht s'était blessé, puis c'était pour me faire jouer avec Shane Young puis Peter Mueller. Puis les choses allaient super bien. J'ai marqué 2 buts à mes 3 premiers matchs. Après ça, ben, il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. Les victoires, les défaites. J'ai pas été capable de rester sur la première ligne pendant plus que 4 ou 5 matchs. Après ça, tu tombes sur une 3 ou une 4. Puis il y a d'autres jeunes, comme je disais tantôt, qui avaient mérité leur chance aussi de jouer. Et puis, ils m'ont renvoyé dans la Ligue américaine au deadline. Ça avait été une petite déception, mais c'est tellement un ligue au monde. Fait que quand tu joues, il y a quelqu'un qui veut prendre ta place. Quand tu ne joues pas, il y a du monde qui prend ta place. Ouais. Fait que c'est sûr que cette année-là, je te dirais que ça a été probablement malgré le fait que je performais offensivement, ça a été un peu un moment dans ma carrière où là, j'étais rendu à 25 ans, puis je commençais à me poser des questions par rapport à mon futur. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à essayer je l'ai fait pour un autre 2 ans. À un moment donné, tu prends une décision de t'en aller en Europe. Avec le recul, j'aurais peut-être dû attendre encore 2-3 ans. Mais c'est facile à dire après, là. Mais avant ton saut en Europe, Joël, est-ce qu'il y avait encore de l'intérêt pour toi parmi les clubs de la Ligue nationale? Oui, mais ma dernière année, dans le fond, en Amérique, j'avais un one-way avec les Canucks de Vancouver. Et puis, j'ai encore une fois, là, sans vouloir apitoyer sur mon sort, j'ai été blessé toute l'année. Et à partir du mois de décembre, je me suis déchiré un hamstring. Je suis revenu. J'avais un high ankle sprain, là, puis je suis revenu, je m'étais déchiré le hamstring. Donc, j'étais vraiment rendu au point où je me disais, OK, il faut que j'arrête de me blesser, puis il faut que j'essaie de jouer des saisons complètes le plus possible. J'étais tanné aussi, là, de vraiment là, essayer de te prouver à chaque fois, je mérite-tu d'être callé up, je mérite-tu. Fait que, mentalement, j'étais rendu au point que j'avais besoin d'un renouveau. Quand j'ai signé en Suisse, j'avais signé quand même assez tôt dans la saison, là, je te dirais au mois de février, au mois de mars. J'avais eu des offres par des équipes, mais c'est pour des two-way, avec des salaires quand même intéressants dans la Ligue américaine. Mais j'avais un petit écart en titre de faire la navette entre les deux ou de jouer dans la Ligue américaine. Moi, quand je suis parti en Suisse, j'avais comme idée de jouer en Suisse pendant 10-12 ans. Oh. Ça a été loin d'être ça. J'ai joué 1 an.
j'ai réalisé honnêtement rapidement qu'en Europe, c'est du très bon calibre de jeu. La Suisse, c'était extrêmement fort. Quand tu es dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, tu penses un peu que les autres ligues, c'est même pas proche de ce qu'on vit. On peut pas être plus dans le champ que ça parce que j'ai trouvé que la Ligue en Suisse, c'était du calibre incroyable. C'était un niveau de jeu que je n'étais pas habitué de jouer. C'était une glace plus grande. C'est un style de jeu différent. Tu as de la pression bien plus que n'importe où que tu peux avoir parce que tu as 4 joueurs importés par équipe. Tu as seulement 15 équipes. Le joueur importé, c'est n'importe qui sauf les Suisses. Donc, tu as des joueurs à travers le monde qui veulent jouer dans cette ligue-là parce que c'est bien rémunéré et puis c'est une belle qualité de vie. Donc, j'ai fait 1 an finalement. Je pensais en faire 12. J'ai fait une. Mais avant qu'on passe à ton passage en Europe, j'ai une question bonbon. Puis, tous mes chums m'ont dit il faut que tu poses la question-là. Et je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais je veux juste que tu me parles à quel endroit, dans quelle équipe est-ce que tu as eu ton party de recrue. Est-ce que c'était avec les Coyotes de Phoenix ou c'est où que ça a eu lieu? Oui, c'était avec les Coyotes. C'est l'année, dans le fond, que je me suis fait rappeler avec Keith Yandle en même temps. L'équipe était dans la région de New York. Donc, moi et Keith Yandle, on se fait rappeler de San Antonio. On s'en va jouer au New Jersey. C'est une anecdote intéressante. Mon père faisait beaucoup, c'est un retraité policier, puis à l'époque, puis il faisait beaucoup de voyagements de voitures pour les gens en Floride. Okay. Ils ne voulaient pas conduire leur auto. Donc, ça arrive comme ça. Je me fais rappeler. Je dis à mon père, je joue à New Jersey demain. Il dit, je pars de Montréal, je m'en fais qu'il fait un détour, il s'en vient me voir jouer à New Jersey. Fait qu'on joue à New Jersey, journée off le lendemain. On joue à New York, Madison Square Garden, 2 jours plus tard. Et puis, ce match-là, c'était mon 2e match rappelé de cette saison-là. Je connais un très bon match. J'ai 2 buts de passe, première étoile du match. C'est un peu là que je te disais que je commençais vraiment à pouvoir sentir que je pouvais m'installer comme joueur national. Puis ce soir-là, c'était le Rookie Party dans un steakhouse de New York, un très bon restaurant. Puis Shane Doan était venu nous voir, moi, puis Keith Yandle, pour nous offrir de participer au Rookie Party en tant que recrue. Donc, on payait. Mais il nous avait dit, vous venez juste d'être rappelé, si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème, participez au souper. Puis, c'est le genre d'individu que Shane Doan est. Et puis, on avait fait le calcul, il y avait comme 10 ou 11 recrues, on avait dit, on va embarquer. Des frères renards, les gars, des bons financiers. On avait compté. Puis, ça a été une super belle soirée. Ça n'avait pas été... tu sais, j'entends beaucoup d'histoires où ça coûte des prix, là, complètement ridicule. Honnêtement, à l'image des vétérans de l'équipe, ça avait été très, très raisonnable. Puis, ça avait été une super belle soirée. Puis, j'ai eu la chance d'avoir un autre super recrue en tant que vétéran, si on peut dire, là. Dans la ville de Chicago. Puis, fait que j'avais pu profiter un peu plus là, des recrues souvent. Wow! J'ai l'impression qu'il y avait des anecdotes. Là. Puis, par la suite... non, mais honnêtement, moi, de mon côté, pas tant que ça. Oui, tu as un petit peu d'exagération dans des bouteilles de vin. Mais moi, honnêtement... J'en ai entendu des histoires où les vétérans exagèrent avec des cigares, avec des bouteilles de vin complètement ridicules. Moi, à mon souper des recrues, je me souviens que Shane Doan avait acheté 12 bouteilles de vin. Là, je vais oublier le nom de la bouteille, là, mais je l'ai vu à mon anniversaire il y a 2 ans, justement. Mon Dieu. En tout cas, c'est une très bonne bouteille de vin. Puis, il nous l'avait donné à chaque recrue. Comme souvenir, tous les joueurs avaient signé sur la bouteille. J'ai encore la bouteille dans mon cellier à la maison, parce que c'est un super beau souvenir, comme raison. Et puis, donc non, pour moi, ça a été extrêmement positif. Puis là, écoute, en tant que partisan des Coyotes, il faut que je te pose la question, mais c'est comment jouer en Arizona? Je sais que j'entends beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fans puis tout ça. Moi, quand je regarde l'équipe, ils apprennent à aimer le hockey. Je sais que vous étiez loin à Glendale. Moi,
c'est sûr, ça dépend comment tu regardes ça. Si tu regardes vraiment côté partisanerie, on s'entend, tu n'es pas à Montréal, tu n'es pas à Vancouver, tu n'es pas à Calgary. Tu vas sur la route, tu n'auras jamais autant d'ambiance que ça à la maison. Mais qualité de vie, pour moi, l'Arizona, c'est probablement une des plus belles places qu'il n'y a pas en Amérique. Je me suis marié là avec ma conjointe. C'est une place incroyable où tu peux demeurer. Mais c'est sûr, si tu regardes juste le côté hockey, expérience de jouer dans la Ligue nationale, j'ai vécu Vancouver pour une courte durée, puis c'est pas pareil. Non, ouais. Mais je peux pas me plaindre d'avoir joué à Phoenix, ça c'est officiel. Sinon, l'aréna de Glendale, moi, j'avais parlé avec des gens sur place, puis ils me disaient que c'était très loin, c'était difficile de se rendre. C'est-tu vrai? Ben, c'est loin. C'est pas difficile de se rendre. C'est loin de Scottsdale. Le Scottsdale, c'est comme la place UP en Arizona. Ben, en Arizona, dans le coin de Phoenix. Ouais. Et puis, l'aréna de pratique était à Scottsdale. Donc, tous les joueurs vont demeurer à Scottsdale. Puis, très rarement, on va aller pratiquer à Glendale, mais les matchs, comme la raison, sont là-bas. L'organisation, je me souviens, nous donnait toujours l'option de même coucher dans un hôtel la journée des matchs à côté de l'aréna. Wow. Okay. Justement, pas avoir besoin de faire la route. Mais tu sais, la route, c'était 40 000. Là. Ça prenait 40 minutes y aller. C'est pas pire que le gars qui reste à Brossard qui s'en va jouer au Centre Bell. Ça, c'est sûr que non. Parce qu'avec le trafic, là-bas, il y en a un petit peu de trafic, mais c'est pas comme à Montréal. Donc, okay. C'est sûr pour le partisan, par contre, qui veut s'en aller voir un match, ben, c'est un petit commute. Il faut que tu prennes ton auto, puis il faut que tu y ailles. Mais le stade de football est à côté de l'aréna. Ils ont eu le Super Bowl 2 ou 3 fois depuis. Ils ont développé beaucoup de restaurants, beaucoup de condos, beaucoup de maisons. Moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment le stade de football et l'aréna. Il n'y a à peu près rien alentour. Quand je suis parti 4 ans plus tard, c'était complètement changé. Moi, je me souviens, les premières images que j'avais vues du Gila River Arena, c'était vraiment un champ. Tu avais l'aréna, puis alentour, c'était des champs. C'est ça, mais là, ça a changé énormément. En grosse partie à cause du Super Bowl qu'ils ont eu. Ça l'a amené. Mais, en tout cas, j'espère qu'ils vont réussir. Là, j'entends les mêmes histoires que tout le monde, là, avec les faire jouer dans l'aréna universitaire. Je pense que là, ils sont en train d'essayer de pouvoir avoir leur propre aréna. Je l'espère, honnêtement, parce que moi, c'est sûr que les Coyotes vont toujours avoir une place spéciale pour moi. Pour Yves aussi, Joël, il y a une place spéciale. Et, pourquoi ils sont spéciales pour toi? Oh mon Dieu, hey, c'est une très longue histoire dans le sens que quand j'étais jeune à l'époque, ma mère, elle allait je viens d'un milieu peut-être moins fortuné, ma mère, elle allait dans une shop où il y avait des erreurs d'impression, des choses comme ça. J'avais demandé de me ramener un chandail de hockey. Puis elle m'avait ramené un T-shirt des Coyotes de Phoenix. Je savais même pas c'était qui cette équipe-là. Fait que quand elle m'a amené ça, elle me dit, ben, je sais que tu aimes les couleurs. Fait que c'est vrai, j'aimais les couleurs. J'ai pris le T-shirt et là, j'ai commencé à suivre les Coyotes au niveau des statistiques parce qu'à l'époque, le câble n'était pas ce qu'il est. Puis j'avais pas accès à NHL Center Live, des choses comme ça. Ouais. Puis là, j'ai joué au jeu NHL avec les Coyotes. Quand il y a eu NHL Center Live, j'ai commencé à regarder les Coyotes. À toutes les semaines, je regardais les statistiques des Coyotes. Puis ça m'a permis de connaître les équipes de l'Ouest que je voyais pas avec le Canadien. Donc, ça m'a permis de découvrir plus la Ligue. Là. Puis depuis ce temps-là, c'est une équipe que j'adore. Là. Donc, tu as déjà joué avec Joël Perreault à NHL, c'est ça que tu annonces ce soir. Là. Il laisse ça sur le banc, sûrement. Non, moi, je ne verrais pas. Avant de passer à autre chose, j'ai une anecdote. Mon frère et moi, on se faisait des fantasy sur NHL et je me suis déjà chicané solidement avec mon frère parce qu'on avait pris les Coyotes et mon frère voulait échanger Joël. Moi, je dis tu ne touches pas à Joël, c'est un ancien d'accord, on fait pas ça! C'est bon. Tout ce qu'on ferait pas pour défendre ses alumni. Et puis, vu que le show et Achat vont faire un petit accroche par rapport à l'Europe, parce que tu as joué dans des grandes ligues en Europe, dont la Suisse, la DEL et la Ligue A. Y a-t-il une ligue là-dedans que pour toi, le niveau était plus élevé, mieux organisé? La Suisse, c'est ma première année en Europe. Comme j'ai dit tantôt, j'ai adoré le pays. Là. La Suisse, c'est un pays extraordinaire.
c'est beau, c'est plus que beau. C'est extrêmement dispendieux de demeurer là, par contre. Mais le niveau de jeu m'avait grandement impressionné. Mais tu sais, ils ont tous un petit peu leur propre identité. La Finlande, c'est un calibre qui était très bon aussi. Ben oui. J'ai joué avec le plus jeune des Granlund qui était là, qui avait 19 ans, qui est fini par jouer à la Ligue nationale pendant quelques saisons après. Marcus Gradlund. Oui, c'est ça, c'est Marcus, c'est le plus jeune des deux. Là. Pas celui qui joue en ce moment. Pas Michael, ouais, non, l'autre. Oui, c'est ça. Et puis, il y en avait eu d'autres aussi, là, mais c'est un super bon calibre de jeu. Cette année-là, encore une fois, j'avais une année extrêmement difficile avec les blessures. Mais on avait adoré, on était à Helsinki, on avait adoré, moi et ma conjointe, on avait adoré la ville. Après ça, on a joué 2 ans en Allemagne, dans une petite ville, Krefeld, proche de Düsseldorf. J'ai adoré la Dell parce que ça me faisait beaucoup penser à la Ligue américaine, beaucoup d'importés, beaucoup de joueurs avec qui j'avais joué contre, joué avec. C'est probablement la ligue qui était le plus près de ma game à moi. Puis finalement, ben, j'ai fini pendant quelques mois sur du temps emprunté. Mon corps ne suivait plus. Quelques mois en Magnus, en France. Puis honnêtement, si c'était à refaire, je le referais parce que malgré le fait que je n'étais plus le joueur que je savais que j'aurais pu être, ou malgré les blessures ou autre chose, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis on a réussi le championnat. À gagner le championnat, qui était pour moi mon premier championnat en carrière. Fait que ça a été une super belle façon de... Puis, en plus, ben, je regarde l'alignement tu jouais avec Rouen. Quand même, beaucoup de Canadiens, Marc-André Tinel, toi-même, François-Pierre Guénette, Olivier Labelle, Patrick Coulombe. Ça devait être plaisant dans la chambre là, de pouvoir tout rejoindre des gars. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu, honnêtement, en 13-14 ans pro. J'avais jamais vécu ça, avoir autant de Québécois. J'ai eu beaucoup de plaisir avec les Français aussi. J'étais vraiment là en sachant que c'était ma dernière année. Ma conjointe était enceinte de notre plus vieille, puis j'avais pas le goût de commencer à voyager avec un bébé naissant. Comme j'ai dit tantôt, mon corps il était même plus proche de pouvoir me permettre de jouer à un niveau que moi je voulais, puis j'avais pas le goût de vivre ça. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était super le fun, honnêtement. Puis j'ai gardé contact avec quelques joueurs. Justement, j'ai revu Olivier Labelle là, hier. Puis ça a été une super belle saison. Ben, je pense que ça fermait bien la boucle au niveau du hockey professionnel. Tu finis ça avec un championnat. Puis, à ce que je vois aussi, le capitaine va te passer à toi en premier le trophée. Donc, une espèce de façon d'honorer, j'imagine. Ben, ça, tu sais, en plus, j'avais été là seulement 3 mois. Donc, pour moi, là, c'était vraiment. Tu sais, il y avait toute une équipe. Même quand je suis arrivé là, je me souviens d'avoir pensé pourquoi qu'ils m'amènent jouer là. Ils ont déjà la grosse équipe. Puis, tu avais Jason Krog qui était là. Ouais. Mais, honnêtement, j'avais pas d'attente. J'avais pas le temps de glace que probablement un joueur avec mon background aurait peut-être dû avoir. Mais je le recherchais même pas. Puis, je le méritais pas non plus. Puis, j'étais juste là pour avoir du bon temps, finir de la bonne façon. Puis, je voulais être un bon coéquipier. Puis quand Marc-André Tinel, quand on a gagné, il est venu me voir sur la glace, puis il m'a dit, c'était pas lui le capitaine, là, c'était Patrick Coulombe. Et puis Marc-André Tinel, il est venu me voir sur la glace, puis il m'a dit, j'aimerais ça que ce soit toi qui aille le trophée en premier après Pat. Ben, moi, ça m'a beaucoup touché. Puis je l'ai accepté certainement parce que je savais que c'était mon dernier tour de piste. Wow. Oui, quand même, c'est une belle façon pour. Tu sais, il est dans une équipe qu'on ne connaît pas vraiment le joueur en plus, là, il vient d'arriver. Fait que c'est quand même c'est très. Ah, c'est ça, j'ai trouvé que. Ben, j'étais content parce que mon but premier d'aller là, c'était vraiment de vivre une fin de saison comme j'ai toujours voulu vivre mes saisons. Puis des fois, tu ne vis pas tes saisons comme tu veux les vivre parce que tu te mets tellement de pression, tu veux tellement bien faire, puis il y a tellement d'attentes envers toi que
contrôles plus ta façon de voir les choses. Puis cette saison-là, c'est vraiment l'impression que j'ai contrôlé chaque match, puis chaque action, comment moi je voulais la vivre. Puis, comme je te dis, ça avait zéro rapport avec le temps de glace ou avec les succès individuels. J'étais là pour avoir du succès en tant qu'équipe. Puis, j'étais content qu'un coéquipier, puis probablement beaucoup d'autres, ils ont été capables de le reconnaître, puis ils m'ont permis de vivre ce beau moment. En anglais, on dit I'm just here to have fun. T'étais là pour apprécier, t'es rendu là. Oui, ben, je savais que c'était fini. Fait que, quand tu sais que c'est la fin, là, je veux dire, je ne commencerai pas à. Il y avait des moments pendant les matchs que je trouvais ça tough, là, parce que je savais qu'il y avait un genou qui était complètement fini. C'était tough. C'était tough, mais je revenais tout le temps en me disant non, c'est fini, ça finit, là. Ça achève. Enjoy. Et sinon, ben, après ça, on s'en va avec l'après-carrière. L'après-carrière avec, justement, il l'a marqué ici, notre auditeur Danny Groux. Tu vas fonder une académie, je pense que ça s'appelle l'Académie du hockey des pros. Oui, l'Académie du hockey des pros, dans le fond, c'est drôle parce que Danny Groux, il avait joué à Rouen l'année avant moi. Et puis, Danny Groux, là, toute une carrière, là, lui aussi. Puis, il avait joué au niveau junior avec Marc-André Tinel. Donc, puis je le connaissais bien, là, Danny. Là, on s'entraînait ensemble l'été, on jouait ensemble dans le hockey estival. Puis, quand on a gagné, il m'a appelé, je te dirais, la deuxième journée. Puis, j'étais avec Marc-André, donc on avait fait un petit FaceTime avec lui. Puis, il m'avait félicité, puis il m'avait dit rappelle-moi quand tu vas revenir, j'ai un petit projet que j'aimerais te parler. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Donc, quand je suis revenu, je l'ai appelé, comme de raison. Et puis, il m'a parlé là, de ses intentions de vouloir fonder une académie de hockey. Il y avait plus ou moins d'académies dans ce style-là là, sur la rive sud de Montréal. Il y avait l'académie Joël Bouchard sur la rive nord. Et puis, on s'est un petit peu là, permis de regarder un peu ce qu'eux faisaient, puis mettre ça à notre main à nous sur la rive sud. Ça a grossi extrêmement rapidement. Puis, 7 ans ou 6 ans plus 7 ans plus tard, 6 ans et demi plus tard, ben, on est rendu avec un centre de hockey intérieur avec des camps de jour à plus de 500-600 jeunes par été. Et puis, wow! Ben, vraiment. En plus d'avoir une belle carrière, tu as le côté business qu'on pourrait passer à une autre année. Je suis pas prêt à dire que c'est inné en moi, mais j'apprends puis j'essaie d'être le meilleur possible là-dedans. Le but premier, c'est de redonner aux jeunes. C'est sûr que ça demeure un après-carrière. C'est une business. Danny, il m'aide beaucoup là-dedans. Je pense que les deux, on se complète très bien là-dedans. On a un nouveau partenaire également là, dans l'académie depuis quelques mois. Donc, oui, ça a grossi beaucoup plus rapidement qu'on pensait que c'était pour grossir. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont venir dans les prochaines années. Si on avait à faire un peu de promo, si les gens qui veulent se renseigner, on se rend où? On fouille où pour savoir? HDP.ca, c'est vraiment, tout est là. Ils peuvent réserver leur place à nos camps d'été, réserver leur place à notre nouveau centre de glace synthétique intérieure, toutes nos cliniques. On roule vraiment 12 mois par année. On a 24 équipes de hockey 3A au Prêtanier. Puis ça fait que grossir. La première année, on en avait 4, on est rendu à 24. On a notre propre tournoi qui est maintenant la classique Hockey Expérience, qui était notre première édition là, au milieu juin. Donc, là, c'est beaucoup de job. Honnêtement, avec le midget 3A, c'est beaucoup. Mais j'aime ça, honnêtement. Puis, j'ai la chance de pouvoir continuer à faire du hockey après avoir joué pendant plus de 13 ans professionnel. Donc, ben, je trouve qu'on utilise un peu mal le terme parce qu'on dit après carrière, mais au final, c'est une autre carrière, tout simplement. Parce que là, tu es dans le coaching, tu es dans. C'est une autre carrière qui ressemble beaucoup à la première. Je suis dans le même domaine. Puis souvent, je le dis souvent, c'est probablement juste dans le sport professionnel où que tu peux avoir une deuxième carrière dans le même domaine. Ouais.
Donc, j'ai la chance de pouvoir revivre mes années de joueur en tant que coach. Là, je suis au niveau midget 3A. Éventuellement, j'aimerais ça monter au prochain niveau. Puis, mais parlant de ça, justement, quand est venue l'offre de tomber entraîneur, parce que présentement, tu es entraîneur-chef des Vikings de Saint-Eustache au niveau midget 3A, mais l'offre avec l'académie, avec Danny Gros est arrivée suite à ta carrière. Maintenant, le coaching, quand est-ce que c'est arrivé? Ben, j'ai toujours pensé que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Quand tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Donc, c'est sûr que c'était dans mon plan B+, là, de pouvoir coacher. Mais il faut, tu sais, un peu comme quand il y en a qui veulent directement coacher au niveau le plus haut possible en partant. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je n'ai pas joué au hockey en partant dans un niveau le plus haut possible. J'ai fait mes preuves, j'ai pas sauté d'étape. J'ai joué midget 3 à 16 ans, j'ai joué junior majeur à 17 ans, j'ai joué professionnel à 20 ans, j'ai joué à national à 23 ans. J'ai pas sauté d'étape, puis je voulais pas en sauter. J'ai eu des offres d'aller junior majeur dès que j'ai pris ma retraite en tant qu'assistant coach. Puis je l'ai pas fait parce que, je voulais vivre du temps en famille, près de chez nous, près de mes parents. Puis je voulais voir si j'aimais ça. Et puis, j'ai réalisé rapidement que j'aimais ça, mais que j'avais bien des choses à apprendre. Donc, j'ai fait 2 ans au Bantam 3A dans la structure, là, dans le fond, du Collège Charlemagne, où notre académie, on s'occupait du développement de toutes les équipes élites, du PB 3 jusqu'au midget espoir. Ensuite, j'ai fait 2 ans au midget espoir. Et puis, quand notre académie a arrêté de faire le programme de développement du Collège Charlemagne, j'ai eu une opportunité de pouvoir appliquer sur une job midget 3A. Puis, j'ai été choisi. Puis, honnêtement, j'adore l'expérience depuis que je suis là. La première année est extrêmement difficile. C'est l'année COVID. On a seulement pratiqué, on n'a pas joué. J'ai beaucoup appris à comment gérer un jeune de 15, 16, 17 ans dans des moments comme ça. Parce que coacher, c'est plus que juste savoir comment jouer. Okay. Et puis l'année passée, finalement, on a eu notre première saison complète. Beaucoup de positifs. Puis là, je vais entamer ma 3e saison avec l'équipe. Oui, ben exact. Moi, ce que je vois, c'est qu'à ta première saison, entraîneur-chef, c'est 40 matchs, 21 victoires quand même. On a joué jusqu'en quart de finale. C'est bien comme première année. Oui, bien honnêtement, on était très jeunes en plus. On avait 8-15 joueurs de 15 ans la première année. Et puis, c'est un peu dur de savoir les attentes à ce niveau-là parce que tu ne connais pas les autres équipes. Puis, même moi, je ne peux même pas dire, surtout à ma 2e saison dans la région, je ne peux même pas dire que je connaissais tant que ça les jeunes qui s'en venaient. Puis, on a super bien fait. On a fini premier de notre division. Puis, la Ligue était incroyable cette année. Il y a eu beaucoup de parité. Tout le monde pouvait battre n'importe qui. Magog qui a eu une super saison, qui ont gagné la Coupe. On a eu beaucoup de succès contre eux aussi. Et puis, on s'est incliné en 2e ronde des playoffs. Puis, ça a été 3 matchs extrêmement chaudement disputés. Et puis, non, j'ai vraiment hâte de la saison prochaine. Je sens que j'ai appris beaucoup de ma première saison complète. Puis, j'ai bien hâte là, de pouvoir travailler avec les kids qui s'en viennent la prochaine saison. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, là, bon, on a nommé quand même quelques entraîneurs depuis le début de l'émission. Là. Tu parlais de Kevin Deneen. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tu prends des choses dans certains entraîneurs que tu as passés? Est-ce que tu as un mentor? Y a-t-il quelqu'un qui a une influence sur toi par rapport à la manière que tu coaches les gens? Bien, c'est sûr que je pense, moi je suis comme ça, j'essaie de prendre le plus possible de beaucoup d'entraîneurs que j'ai eus, des choses que j'ai aimées de eux, puis essayer de peut-être pas répéter des choses que j'ai moins aimées de certains. En même temps, je pense que la meilleure façon de coacher, c'est d'être toi-même. Je ne peux pas essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Mais c'est sûr qu'il y a des situations, des fois, que je me rappelle quelques coachs que j'ai eus, puis j'essaie d'un petit peu de répliquer, dupliquer un peu ce que les autres auraient fait. Mais la game a tellement changé aussi depuis le temps que j'ai l'air vieux quand je dis ça, là, mais ça a tellement changé. Les jeunes sont tellement plus
prêt à poser des questions et essayer de comprendre. Moi, tu sais, nous autres, dans le temps, on ne posait pas de questions. Si tu jouais pas, tu jouais pas. Si tu jouais, tant mieux. Puis, on ne parlait pas au coach, ou presque jamais. Puis, moi, c'est le contraire. Honnêtement, je veux que le jeune se sente confortable de venir me parler, qu'il soit content ou pas content. Puis, je pense qu'il y a une façon de faire les choses, puis une façon de poser des questions. Puis, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs. Puis, je pense vraiment que cette génération-là, c'est ce qu'ils recherchent. Puis, j'ai été chanceux en 2 ans, honnêtement, jusqu'à maintenant. J'ai eu des très bons jeunes qui étaient vraiment prêts à faire les sacrifices pour continuer à percer dans leur hockey. Tu sais, brièvement, moi, je me souviens avoir écouté des entrevues, entre autres, de Rick Tocchet, John Cooper, puis ce qu'ils disaient, eux autres, c'est que le téléphone il est disponible pour les joueurs. S'ils vivent quelque chose, ben, gars, ils les appellent, puis ils vont les rejoindre. Le côté humain est rendu très important. Oh, oui, extrêmement. Puis, si tu ne fais pas ça, ben, tu ne coaches pas dans cette ligue-là. Non, c'est ça. Là, on parle de la Ligue nationale, mais même, Jet 3, je peux pas arriver et fermer ma porte de bureau pour pas parler aux jeunes, comme peut-être que certains faisaient dans le temps. Les jeunes, ils vont partir de l'aréna, ils vont dire à leurs parents, puis ça va être terminé. Moi, tout le temps, j'essaie d'agir comme leur capitaine, leur grand frère, leur père de famille. C'est sûr qu'il y a des moments que les autres, peut-être, qu'ils n'aiment pas ma façon de faire, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi dans un joueur de hockey. Il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de cadrer dans un système d'équipe où. Ben, tu es passé par là, nécessairement, Joël, sans nécessairement dire que le coaching est pareil, mais nécessairement le chemin qui mène au hockey professionnel, tu l'as vécu de A à Z. Donc, puis d'ailleurs, ben, ça m'amène à peut-être une dernière question de mon côté. Le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec arrive à très grands pas. Comment c'est justement d'accompagner de certains de tes jeunes vers ce repêchage-là? Ben, moi, je pense que c'est probablement le côté du coaching que j'apprécie le plus. C'est de savoir que le jeune que tu as commencé à coacher au mois d'août est rendu maintenant dans une position qui est très en demande. J'avais 8 joueurs de 15 ans. Je n'ai probablement un autre 2-3 joueurs qui vont se faire repêcher à 16 ans. Puis je pense que la majorité vont sortir dans les 5 premières rondes. Pour moi, coacher, c'est ça. Oui, c'est le fun de gagner, puis c'est le fun d'aller le plus loin possible dans les playoffs. Puis je veux que mes jeunes le vivent. Puis je veux leur enseigner la passion puis le fun de la game. Mais moi, ma récompense en tant que coach, c'est d'entendre les dépisteurs, les directeurs généraux des équipes juniors majeures être contents et aimer mes joueurs. Pour moi, c'est ça le plus gros nanane que je peux avoir en tant que coach. Ça, c'est du junior majeur. Je vais aller au repêchage national la semaine prochaine. Il y a un kid comme Noah Warren que j'ai coaché au Bantam 3. Il était première année. Johan Loshing qui sont listés par la nationale. Je vais être là. Puis honnêtement, je ne l'ai jamais vécu d'avoir un joueur à date qui est sorti de la nationale. Je suis convaincu que je vais le vivre cette année. Puis je vais être le premier à me sentir aussi content que le jeune. Puis ça va me faire revivre des émotions que j'ai déjà vécues. Puis c'est ça, coacher. Tu veux l'aider le plus possible. Le jeune, il ne le réalise pas. Puis encore, probablement, il va peut-être le réaliser plus tard. Il y a beaucoup de monde qui l'aide dans son cheminement. Puis si tu peux être une de ces personnes-là, ben, tu as fait une grosse partie de ta job. Ben écoute, je pense que cette année, tu risques de vivre des très belles choses parce qu'effectivement, c'est un gars repêché dans la LNH que tu as déjà connu. Puis en plus, tu as plusieurs jeunes, à ce que j'en comprends, qui peuvent être repêchés à la JMQ. C'est, en quelque part, je veux dire, le coach, c'est de former un jeune pour devenir un professionnel. Fait que ça risque d'être une belle année pour toi. 100%. Puis Noah, je suis convaincu qu'il va sortir extrêmement rapidement. Ce serait le fun qu'il sorte à Montréal. Non, mais ça se pourrait en plus. Là, il est quand même bien cité. C'est rare des joueurs avec ce gabarit-là qui patinent aussi bien. Mais, ben, excuse-moi, mais je ne le connais pas. Est-ce que tu peux me parler un peu? C'est qui, c'est Noah? Noah Warren. Ouais. Il est listé, je pense qu'il est listé 33e overall, je pense. Oh. Ça donne que le Canadien a des choix dans ce point-là. Ouais, c'est ça. OK. Non, ben moi, je l'ai coaché, dans le fond. Quand il était au niveau Pee-Wee, on s'occupait de la structure de développement. Sa première année Bantam, comme de raison, je l'avais pris au Bantam 3 parce que
il était excellent, puis physiquement, il était prêt. C'était probablement un des meilleurs défenseurs de la Ligue là, cette année-là. Puis il a un physique extrêmement impressionnant. Puis, son cheminement continue à être impressionnant depuis qu'il est rendu junior majeur. Puis je parle souvent avec Louis Robitaille qui l'a avec lui. Puis ils sont super satisfaits de comment il a continué à se développer. Puis je pense que c'est le genre de kid qu'on va entendre parler pendant longtemps. Parce qu'il a 6 pieds 6, il patine comme s'il mesurait 104. Ah oui, c'est un géant avec un coup de patin. Si je peux faire un peu de suite là-dessus, là, un coup de patin très intéressant. Puis, à Gatineau, on parle beaucoup de Tristan Luneau, mais je pense que Noah, là, de ce côté-là, est une carte cachée qui pourrait, un late bloomer ou quelqu'un qui pourrait justement continuer à tout le temps s'améliorer, peut-être même en surprendre plus d'un dans la Ligue nationale. Ah, 100%. 100%. Il y a le physique de l'emploi, il y a le talent, c'est un bon kid, il travaille fort. Puis... Il a 6 pieds 6, puis il y a quoi? Il y a 17 ans? Il y a 18 ans? Ouais, 17 ans. 17 ans, oui, il vient d'avoir 18. Je ne sais pas c'est quand sa date de fête, là, mais tout ça pour dire que c'est ça. Je pense qu'en coach, tu veux bien faire, tu veux avoir du succès, tu veux avoir des victoires parce que tu veux que tes jeunes le vivent. Mais au-delà de tout ça, je pense que tu veux que tes joueurs aient la plus belle expérience, puis tu veux que dans 20 ans, ils se souviennent de la saison qui était avec toi, que ce soit une jet rouge, une amateur, bantam. Et puis que ce soit positif. Puis pour moi, c'est ce qui est le plus important dans mon cheminement de coach. Puis s'il faut que je continue à coacher 4-5 ans au niveau midget 3 parce que je suis bien puis j'aime ce que je fais, ce sera ça. Si j'ai des offres qui m'intéressent au niveau junior majeur, ça sera ça aussi. Mais pour l'instant, je suis confortable dans ce que je suis. Pour l'instant, on peut te retrouver au niveau de ton académie de hockey puis qui a gagné en expansion très rapidement, puis aussi auprès des Voltigeurs, si je ne fais pas erreur, de Saint-Eustache, les Vikings de Saint-Eustache. Vikings, c'est ça. Oui. Fait qu'un très, très gros merci pour ton temps, honnêtement, Joël. Ça a été hyper apprécié. On a débordé le temps largement. Je suis désolé pour ça, mais merci de ta grande générosité. Ça a été super. J'aurais eu encore plein de questions. Il y a des choses, je me fais texter depuis tout à l'heure. On me demande de te parler des belles anecdotes du Dracor, mais de mon côté, c'est du bonbon pour moi d'avoir un ancien de ta trempe aujourd'hui. Ça a été, Dracor, ça a été 3 années incroyables. Puis j'ai eu la chance de jouer 13 ans pro, puis je continue à baigner en hockey, mais les 3 années avec le Dracor, ça a été ce qui m'a permis de former mon identité en tant que personne, en tant que joueur de hockey. Puis, je ne suis pas retourné depuis 2008, pas parce que j'ai pas le goût d'y aller, c'est un petit peu loin des fois, mais j'ai vraiment l'intention d'aller montrer ça à mes petites filles. On va booker un autobus là, avec des anciens, là, toi, Jean-François Jacques, tout ça, mais ça sera pour une autre histoire, ça. Ça serait vraiment Ben, merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous ce soir. C'est très apprécié. Je te souhaite une belle fin de soirée, mon cher. Ouais, merci les boys. Eh bien, PO, honnêtement, on a appris à connaître un joueur qui était un joueur très professionnel, une bonne attitude, très hargneux. C'est impressionnant de voir. Merci, Dracor. Merci. Merci à Mathieu Simon du Dracor de Bécamo qui nous a repartagé. Puis je suis certain ce soir, il va y avoir des partisans du Dracor sur l'appel. Puis c'est une fierté régionale à chaque fois qu'il y a un ancien qui peut parler et donner un peu. Là, on le sait, le repêchage à la JMQ s'en vient. Donc, c'est tout en plaisir. Puis oui, je rappelle effectivement, vous pouvez le retrouver au niveau de l'Académie du hockey des pros qui est située dans la région de Montréal. Alors PO, ben, un très gros merci d'avoir été là ce soir. Ça a été encore une fois un show qui avait tout plein d'informations. Puis désolé si j'ai débordé le temps parce que, mon Dieu, ça allait trop bien finalement. Là. Ben, je l'ai dit à Joël, puis je te le dis encore une fois, merci de m'avoir reçu. Puis j'aurais eu plein d'autres questions, mais gars, on a savouré ce qu'on a eu avec Joël. Ben oui. C'est un très beau moment qu'on a eu ce soir. Merci beaucoup. Allez, passe une belle fin de soirée, mon cher.
Ciao. Et pour vous à la maison, ben, un très gros merci d'avoir été là du début à la fin. Désolé si je vous ai gardé beaucoup plus longtemps, mais franchement, on a eu la chance d'avoir énormément d'informations. Mais sa carrière a été tellement riche, il a touché à tellement de choses. Fait que, bref, puis il a côtoyé des personnes aussi qui l'ont beaucoup marqué, dont entre autres avoir été coaché par Wayne Gretzky, c'est quand même pas rien. Alors, un très gros merci à vous d'avoir été là du début à la fin. Je vous rappelle bien entendu que l'émission ou l'épisode va être disponible en rediffusion en fin de semaine, que ce soit sur Spotify ou YouTube. On n'oublie pas, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Spotify, YouTube et sur TikTok également, sur Twitter aussi. Alors, on se donne rendez-vous sur les autres plateformes. On reste connecté, mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se revoit prochainement. Bye.